7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. 20 euros. J'ai lancé l'enregistrement, je me demande si c'est sympa de commencer le podcast avec toi qui compte jusque 20. Bah, ils sauront quand Salut même. Adric, comment tu vas? Comme ça, vous saurez que j'arrive à compter jusqu'à 20 en français. Bonjour Chris, comment vas-tu? Ça va super. Euh, alors, les sujets du jour, c'est le grand week-end que tu viens de vivre en tant que coach et manager. Et le deuxième sujet, ce sera justement un peu les coulisses du management derrière le combat entre Rose et Manon. Mais avant ça, on va expliquer pourquoi tu étais en train de compter jusque 20. C'était pas pour lancer le podcast, c'est parce qu'on a vu pas mal de commentaires sur notre vidéo d'analyse Benoît Saint-Denis contre Ismaël Benfim. Si vous n'avez pas encore vu, allez voir la vidéo. On a vu pas mal de commentaires qui disaient que c'était qu'on n'avait pas parlé d'une chose, que c'était un gros avantage que Daniel Warin parle portugais et serait donc capable de comprendre les coachs adverses. Et on n'était pas d'accord avec ça. Et je vais te laisser expliquer pourquoi, puisque c'est toi qui as fait le compte ici. Non, ouais, bien sûr qu'on sait que Daniel, puisqu'il a vécu, je crois que sa femme est brésilienne, Daniel, et qu'en plus il a vécu pas loin d'une dizaine d'années au Brésil. Je crois même qu'il a encore un de ses enfants qui est au Brésil, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y en a un au Brésil, un aux États-Unis ou quelque chose comme ça. Si je me trompe, il me pardonnera et on l'embrasse, Daniel, s'il voit le podcast. Euh, pour revenir à cet affrontement, euh, il y a 20 combats du camp de Bonfim où ils ont eu en face des Brésiliens, où ils se sont affrontés, que c'était une opposition Brésil-Brésil. Il y a eu beaucoup aux États-Unis, il y en a eu 2 aux États-Unis, pardon, il y en a eu beaucoup au Brésil. Donc voilà pourquoi nous ne pensons pas avec Chris que le fait de comprendre les instructions facilite une lecture du game plan, dans la mesure où ils ont tellement eu l'habitude d'avoir d'autres portugophones en face qu'ils ont certainement établi des codes ou des numéros ou tout moyen en tout cas pour que le coin adverse ne comprenne pas forcément ce que tu dis. D'autre part, Daniel, il est célèbre au Brésil, donc bien évidemment n'importe qui se documente une dizaine de secondes sait il a été dans le coin de Belfort, d'Anderson et de bien d'autres. À partir de là, ouais, nous on pense pas du tout que que ce soit un réel avantage. Deuxième petite question avant d'enchaîner sur le truc, je l'ai vu pas mal parce moi en tout cas j'y prête attention et je sais que Chris répond carrément. Il vous a dit, vous ne parlez pas du fait que Benoît a des victoires par un très bon sol et des victoires par finalisation. Bien sûr qu'on sait que c'est solide Benoît au sol. Par contre, force est de constater qu'il a affronté de très très gros grappleurs, pareil que ce soit au Brésil et aux États-Unis au LFA. Et je ne pense pas, je pense que le sol de Benoît va pouvoir équilibrer l'affrontement et qu'on puisse avoir des séquences de scramble qui vont se neutraliser. Mais je ne pense pas que on puisse en faire une win condition sur ce combat-là. Je pense que le sol de Benoît, c'est une win condition sur pas mal d'adversaires de l'UFC qu'il peut rencontrer dans le roster de lightweight. Mais sur ce combat-là, moi, en tout cas, je ne l'intègre pas comme win condition, c'est-à-dire capacité permettant de gagner le combat. Je te rejoins. J'avais aussi tilté sur ces commentaires, clairement, et je pense que je l'ai dit d'ailleurs assez tôt dans le podcast, que j'avais dit que pour moi, son domaine de prédilection, c'était plutôt le grappling. Et quand j'étais encore à la sueur, j'avais dit que le niveau de Benoît en grappling était au-dessus de celui de la moyenne de sa division à l'UFC. Donc ça en dit long. Néanmoins, c'est également le cas de son adversaire. Son adversaire est très complet. On l'a dit dans le podcast, il va être très difficile à mettre au sol, encore plus difficile à maintenir au sol et encore plus difficile à dominer au sol jusqu'à aller chercher une soumission. Je pense que si tout est possible en MMA, mais je pense vraiment que si Benoît obtient une soumission, c'est parce qu'il l'a sonné préalablement. Sur du pur grappling, j'ai du mal à voir Benoît avancer de position jusqu'à obtenir une soumission. Maintenant, évidemment, tout est possible. Mais pour revenir sur le tout premier sujet, au-delà de comprendre le portugais et d'avoir potentiellement un camp adverse qui a du jargon, des mots cachés, des codifications, moi, pour avoir coaché contre beaucoup de coachs anglophones que je comprenais donc très bien, et même en période de Covid où il n'y avait pas de public et qu'on entend très bien, euh, tu, en tant que coach et que head coach particulièrement, tu restes concentré sur le combat en lui-même. Et de temps en temps, tu vas entendre une instruction qui va percuter dans ta tête. Et le temps que tu fasses la transition, genre, ah, il a dit ça à son athlète, le temps que tu le traduises et que tu le donnes à ton combattant,
c'est peut-être trop tard, de un, et ça peut même être risqué parce que tu peux peut-être, toi, l'avoir entendu, le combattant adverse ne pas l'avoir entendu, et tu peux te retrouver dans une situation où tu entends le coach adverse dire, par exemple, shoot sur un takedown, tu le dis à ton athlète, mais l'adversaire n'a pas entendu et lui il part sur un overhand et ça peut faire pire que bien. Donc je crois sincèrement que comprendre les instructions d'un coach adverse est pas un si gros avantage. En tout cas, c'est pas ça qui va faire basculer un 75-25 vers un 55-45. 1%, 2% d'avantage peut-être, mais c'est pas du tout un élément majeur dans l'analyse d'un combat, surtout avant qu'il ait lieu. Entièrement d'accord. Rien à rajouter là-dessus. Je pense qu'il faut le coaching, c'est un boulot important, mais c'est l'important, c'est ce qui a été fait en amont et ce qui va être fait dans l'instant. Oui, au sol, je pense qu'on peut être d'une grande utilité des fois parce que il y a des choses qu'on voit de l'extérieur et que le gars au sol va pas forcément voir, mais sur des trucs où il faut vraiment Mm. réagir à l'instant T et sortir ce que tu as travaillé à la salle sur le cage control, le chain wrestling et même le stand-up. Ah, on peut faire penser, rappeler à son gars ce qu'on a travaillé à la salle, mais ça reste infime par rapport à ce que l'adversaire et le combattant vont faire dans la cage. On peut aider un petit peu, mais je pense pas qu'il faille augmenter tant que ça l'influence du coach, et pourtant j'en suis un. Je pense que ce qui est important, c'est ce qui a été fait en amont de tout ça. Mm. Oh, je sais pas si on en avait déjà parlé, mais effectivement, je pense que le cornering a une certaine importance, mais ça va jamais aller prendre le crédit de la victoire de l'athlète. Ça peut jouer sur un faible pourcentage, mais comme c'est ça le truc, c'est que pour moi, le cornering pendant le combat, ça joue sur un petit pourcentage, mais de temps en temps, c'est comme on le dit souvent en MMA, un détail peut tout changer, et donc de temps en temps, oui, le cornering va faire toute la différence. Mais en général, et c'est ce que je disais souvent, c'est moi quand un de mes athlètes gagnait sur les réseaux, je disais il l'a fait. Et quand il perdait, je disais on a perdu. C'est une grosse différence. Je m'incluais dans les défaites et je laissais profiter de la victoire avec le crédit juste à l'athlète parce que voilà, je considère que c'est lui qui mérite la lumière, c'est lui qui rentre dans la cage. Maintenant que tout ça est dit, passons à ton super week-end. 3 victoires dans 2 belles promotions, 2 victoires à l'Ares, une victoire au Brève, plus l'annonce de Manon contre Rose. J'ai un peu regardé que ce soit sur la toile française ou sur la toile internationale. Dans l'ensemble, les gens sont très très contents de l'annonce. Donc ça c'est plutôt positif. J'étais agréablement surpris de voir que la grosse majorité est ultra satisfaite de cette annonce. Surtout surprenante. Je pense que personne ne s'y attendait vraiment au retour et en plus à la montée de Rose en flyweight. Mais parlons d'abord du week-end sportif. Donc, on va faire peut-être par chronologie. Tu étais sur place à l'Ares. Ouais. Virgil Hogan a battu, on a dit qu'on n'allait pas dire les noms de famille parce que c'était un peu trop compliqué. Donc Virgil Hogan a battu Mantas, nom de famille. Dans un chouette combat, 5e victoire professionnelle pour Virgile, 3e victoire à l'Ares, c'est plutôt positif. D'abord, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? Alors, juste avant, parce que on m'a déjà posé la question et je tiens à être clair. Pourquoi je suis monté à Paris et je suis pas parti à Bahreïn? Il n'y a aucune importance. Je veux dire, Ilyes Giroun, Virgil Hogan et Axel Sola, c'est 3 prospects. Et malgré le fait que Ilyes a déjà une carrière bien plus établie, je suis persuadé qu'Elias peut encore accrocher une grosse ligue. Et c'est même pas peu, c'est va. Donc pourquoi j'ai choisi d'aller à Paris? C'est juste une question de nombre. Il y avait 2 gars euh, sur Paris et qui en plus me permettaient d'être à Montpellier si j'avais eu besoin le lendemain. Donc ça, le combat de Miguel Haro a malheureusement été annulé, mais ça me permettait de coacher quasiment tout le monde. Et en allant à Bahreïn, j'en ratais 4. Donc voilà, le choix, il n'y a aucune préférence entre ces 3 athlètes qui sont pour moi des top prospects et des top combattants pour qui j'ai énormément d'affect. Le choix s'est fait juste par rapport au nombre, euh, tout simplement. Donc effectivement, Virgile, il avait, je pense, le plus gros test de sa carrière, puisque moi, je pense que Mantas, en stand-up et en physique, c'est-à-dire en termes d'intensité physique, de rythme qu'il est capable de mettre à l'instant T, même si on savait qu'il n'y avait pas une durabilité. Moi, je l'avais vu sur d'autres combats, euh, et j'ai mon petit cahier sous les yeux sur lequel j'avais des notes, et je vais revenir dessus, même si elles sont
toutes assez gravées dans ma tête, mais c'est vrai que Mantas avait déjà fait un combat en Angleterre sur lequel on avait quand même relevé qu'il y avait une durabilité qui était pas optimum sur 5 rounds. Donc on avait capitalisé là-dessus sans trop rentrer dans les détails. Mais sur un round, c'était effectivement très 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 solide. Il y avait un kickboxing avec. Alors moi, c'est même pas les techniques qui m'avaient interpellé. C'est pas le fait qu'il soit capable de faire des coups de pied retournés, qu'il y ait des appuis très solides. C'était la précision. Voilà, la précision de l'anglaise qui arrive toujours à la pointe du menton, et ça, quelle que soit la taille de l'adversaire. Je pense que vraiment, on peut dire que ce mec-là a le niveau UFC, et son 4-0 était vraiment mérité. Après, plusieurs informations sur Virgile. Déjà, son niveau de pied-point, je pense vraiment. Nous, on s'est fixé encore 2 ou 3 combats minimum avant de taper à la porte de la Big League. Et je pense que d'ici 2 ou 3 combats, son niveau de pied-point sera aussi fort que sa lutte et son sol. Vraiment, et je le dis très sincèrement. Sur les déplacements, il a fait d'excellentes choses. Et également son menton, parce que il n'en a pas pris beaucoup. Hein. Il en a pris 4. 2 jabs, un uppercut et un crochet. Et franchement, c'était ajusté, puissant. Donc là-dessus, on peut dire vraiment que, voilà, je pense que Virgile, c'est un petit Marvin Vettori à ce niveau-là. Et même pas un Marvin Vettori tout court. Donc, solide dans l'échange. Ça n'a pas paniqué malgré les 2 minutes complètement folles qu'a fait son adversaire. Vraiment aucun affolement de sa part. On est revenu dans le combat tranquillement malgré que la première takedown n'ait pas fonctionné, qu'il ait bien défendu. Et je lui avais dit, j'ai dit, écoute, ce genre de mec c'est costaud. Peut-être qu'il va falloir 2 voire 3 tentatives avant que ça tombe. Faut juste pas paniquer. Et pareil au sol, hyper à l'écoute puisqu'on a eu la chance qu'il le fasse tomber près de moi. Donc j'étais pas loin de l'action à chaque fois. Et vraiment une faculté d'écoute, de concentration et de, par exemple, à un moment pendant le combat, il est en étranglement bras-tête, ce qu'on appelle le katagatame. Et moi, je lui dis que c'est en train de sortir. Et à la seconde où je lui dis, ça sort, prends la monte, il l'exécute vraiment à l'instant T. Donc, extrêmement content de ce combat. Il l'a fini en plus. Donc, je pense que voilà, un petit peu de repos, on va repartir tout de suite pour continuer à travailler sur son footwork et son stand-up qui sont déjà très très bons. Il est déjà capable, Virgile, de mettre les gants avec des boxeurs professionnels, que ce soit en kick ou en anglaise. Et on va continuer à travailler ça pour qu'il puisse performer. Mais après ce combat-là, la seule chose qu'on peut dire maintenant, c'est que la ceinture d'arrêt, c'est un objectif direct et que taper à la porte de l'UFC, ce sera un objectif indirect d'ici 3, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4. On verra en fonction de sa maturité, mais il progresse à pas de géant là-dessus. Et je pense que c'est un combat extrêmement complet qui nous a livré samedi soir. Tout ce que je voulais dire a été dit. Moi, ce que j'avais effectivement repéré, c'est que tu avais un Mantas en face qui avait une très bonne précision, un bon timing aussi, parce que ça paraît bête, mais c'est difficile de toucher une cible qui bouge. Et Virgile était tout le temps en mouvement. C'est pas que quand il a pris ses 2 jabs par exemple, c'est pas vraiment une erreur de Virgile dans le sens où c'est pas qu'il s'est arrêté pour poser ses pieds pour essayer quelque chose et qu'à ce moment-là il s'est fait toucher. Il était en mouvement et Mantas a fait une très très belle anticipation pour placer ses 2 jabs. L'uppercut, il est absolument magnifique. Je trouve l'uppercut en contre, c'est sur un très bon timing. Il avait bien lu l'intention de shooter de Virgile. Virgile est resté de marbre. C'est beau à voir aussi. On va prendre un bête exemple, hein, Dvalishvili, c'est typiquement ça. Dvalishvili, il sait quand il rentre dans la cage qu'il va rater des amenés au sol, mais il s'en moque en fait. Ça touche pas son ego, ça touche pas sa confiance en sa capacité à en réussir plus tard. C'est juste le fait de submerger, de continuer à essayer jusqu'au moment où ça passe. Et c'est quelque chose qu'on voit pas spécialement souvent en MMA. Donc c'est bien de le voir chez un combattant qui n'a que 5 combats professionnels. Je pense que vous avez bien travaillé aussi différents stratagèmes pour être capable de casser la distance. Parce que souvent, ce qu'on voit chez les athlètes, c'est ils sont soit capables de casser la distance proactivement, soit ils sont capables de le faire réactivement, mais c'est très rare de le voir dans les 2 cas. Et Virgile, ici, il a vraiment pu casser la distance quand lui avait le centre de la cage, tout comme il a pu shooter quand Mantas initiait une action. Donc, je trouvais ça très agréable à voir. J'avais relevé dans mes notes la prise de la monte au moment où tu sens que
la soumission ne passe pas pour pas te fatiguer les bras. Et j'avais en plus une question, mais tu y as répondu, parce qu'en fait, quand tu as un produit comme ça, comme Virgile, à ce moment-ci de sa carrière, quand tu vois son style et quand tu vois son niveau dans la cage, tu te dis, OK, maintenant je suis face à deux choix. Soit je prends la route Khabib, où j'en fais un spécialiste de la lutte et du sol, et je développe un tout petit peu son pied-point pour que ça serve sa lutte et son sol, ou bien je prends une voie plus Kamaru Usman ou Georges Saint-Pierre, où je sais que j'ai déjà une très bonne fondation dans la lutte et le grappling, mais j'ai envie d'en faire une version complète, un combattant complet qui peut gagner des combats debout, tout comme continuer à gagner des combats de par sa lutte et son grappling. Parce que jusqu'à présent, Virgile a plutôt été chercher la win condition, comme tu le dire, ou le chemin vers la victoire grâce à sa lutte et son sol. Et sur un objectif plus long terme, tu aimerais qu'il soit capable aussi d'aller chercher des victoires avec son pied-point. C'est bien ça? Alors, oui, mais en fait, tu as raison. Mais le choix, en fait, je pense que il faut juste être attentif à ce qu'est capable de faire ton athlète en combat et à l'entraînement. Est-ce que Virgile est capable de mettre fin au combat avec sa boxe? Clairement, oui. Moi, je lui fais les pattes, je l'ai vu en sparring. Euh, je pense que les gens, il faut pas, si on a des combattants qui nous écoutent, le choix, c'est pas toi qui l'as, en fait. C'est ce que tu es capable de faire. J'entends souvent des athlètes qui me disent, ouais, je compte gagner le Mm. combat comme ça. D'accord, très bien. Est-ce que tu l'as fait en sparring à l'entraînement, cette technique ou cette win condition? Ah non, parce que j'y pense pas. Alors oublie. Euh, Mm. Virgile, il est capable de mettre fin au combat debout quand il touche à l'entraînement. Il sonne des gars, il est capable d'enchaîner. Euh, il est capable de varier les techniques. Je veux dire, il n'est pas dangereux qu'avec un overhand du bras arrière. Tu vois, il est capable d'être dangereux à peu près avec tout, que ce soit le cross, l'uppercut, le crochet, boxer en ligne. Donc à partir du moment où tu as un gars qui est capable de mettre fin au combat avec la boxe, bah, je pense que ce serait pas lui rendre service que de tout optimiser sur la lutte, parce que va arriver un moment où tu as des mecs complets à l'UFC. Tu as des mecs complets qui sont capables de Mhm. gérer un seul game plan, ils sont capables de le gérer. Par contre, si tu arrives à être à la fois fluide sur tes déplacements, que ta win condition, ça peut être debout, ce qui va se passer soit en boxe direct, soit en dirty boxing, et qu'en plus tu as une lutte très importante avec le sol qui va avec, là, le game plan, il devient beaucoup plus difficile à mettre en face, en face. Et en plus, bah, t'as pas une certitude que ça arrive. Parce que dans ce qu'on appelle le clinch, le brawl ou le combat dans la poche, bah, si sur un dirty boxing tu te fais ouvrir ou toucher, ça rajoute. Et je pense que aujourd'hui, Khabib, on en a déjà parlé toi et moi, on a fait un épisode dessus. C'était, c'est le GOAT clairement du MMA, ce qu'il a accompli est exceptionnel. Et moi, je reste persuadé qu'il avait, je l'ai dit dans le podcast d'ailleurs, qu'il avait un excellent pied-point. Peut-être qu'il y avait un petit déficit de puissance. Et encore que, on a bien vu qu'il a sonné Connor et que Connor était solide à ce niveau-là. Mm. Mais je pense que si tu as la possibilité à court terme, c'est-à-dire dans les 6 mois, de faire quelque chose de sérieux, encore plus sérieux en boxe, il faut pas s'en priver, parce que ça va le Mm. permettre d'être dangereux en lutte et en plus de boxer pour lutter et de lutter pour boxer et de pouvoir vraiment brouiller les Mm. pistes et être encore plus efficient qu'il ne l'est. Donc non, non, clairement, on va aller vers ce chemin-là parce qu'il reste pas beaucoup à le faire. Il faut juste maintenant qu'il prenne confiance en ses capacités. Mais clairement, Virgil Hogan, c'est un des athlètes les plus complets avec qui j'ai travaillé de ma vie. Intéressant, intéressant. Et c'est vrai que pendant le combat, à un moment, il part sur un uppercut arrière suivi du crochet avant. C'est une technique que tu vois pas quand tu es débutant en pied-point. Et pour peu que ça passe, ça aurait pu faire de sacrés dégâts parce que ça avait été envoyé avec pas mal de puissance. Et Ouais, malgré tout, et avec des appuis ses solides. pieds étaient bien positionnés parce que ça C'est aussi, ça. On l'a dit en même temps. exactement, les appuis étaient bons. Euh, Malgré le petit décalage qu'on a, donc pour ceux qui savent pas, on est souvent légèrement en décalé, même pendant l'enregistrement. Ok, donc très belle victoire pour Virgile. J'avais aussi entendu la petite interview sur la sueur où il demande clairement le title shot, ce qui est mérité puisque c'est le seul middleweight à l'ARES avec 3 victoires, 3 belles victoires qui plus est. Donc clairement, le titre est vacant en middleweight à Alors, l'ARES. le titre est vacant. Ah non non, c'est Enfin, Abdul. j'espère que le titre va être vacant, plutôt sans vouloir C'est ça, ouais. précipiter Abdul dans une autre ligue. Je souhaite du fond du cœur, et pas parce qu'on a peur d'Abdul. Hein. Au contraire, il y a un grand respect pour Abdul. Mais Abdul, moi, je suis persuadé, et j'en ai encore parlé avec son préparateur Clément hier. Abdul, pour moi, sa place, elle est dans une grosse ligue. Je pense que clairement, puisqu'il pense faire Mhm. 70 avec son coin,
84, c'est pas sa caté. Je doute qu'il défende cette ceinture. Et donc voilà, moi je mets pas du tout Abdul dans l'équation. Ce que je sais pour le moment, c'est qu'il va se reposer un peu Virgile et qu'on verra. Manifestement, le Arès de septembre est décalé, ce sera en octobre. Ça me paraît être une bonne date pour Virgile. On verra par la suite. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Quand je dis je sais ce que je veux pas, je m'y suis pas encore trop intéressé, mais il me semble qu'il y a eu un problème de dopage pour le contender d'Abdul. Donc Erratique. ouais, je m'intéresserai à ça pour savoir quelle était la substance, parce qu'encore une fois, pour moi, il y a plusieurs types de dopage. Si c'est vu la suspension qui a été courte, peut-être que c'est une bêtise, et auquel cas, il y aura aucun problème pour peut-être envisager un combat. Même si je pense que j'en voudrais encore un avant de prendre un mec comme ça, si on devait le prendre, pas parce qu'on a peur du tout, parce que aujourd'hui, Virgile, ce sera son 6e combat pro. Aller taper un mec qui est dans le top 50 Fight Matrix, se prématurer tout simplement. J'ai aucun doute sur le fait que Virgile peut et va le battre. C'est juste que ce genre de combat nécessite, à mon avis, un dernier combat de chauffe pour qu'il puisse prendre confiance en ses aptitudes et même pour brûler les étapes. Je veux dire, tu tapes un mec comme ça, tu tombes dans le top 30 Fight Matrix. On fait quoi après? Sans titre, sans rien, ça va être difficile de trouver un adversaire. Donc voilà, doucement, encore, je pense à un combat avec un mec aussi fort soit-il, mais avec un palmarès raisonnable, qui serait dans le top 80 voire 100 Fight Matrix, ce serait déjà très bien. Ça permettrait à Virgile de prendre énormément de place dans le classement. Puis après, par la suite, on verra un petit peu si les produits qu'il a utilisés me semblent être conventionnels entre guillemets. On s'est compris. C'est très cool ce que tu dis parce que on touche déjà au sujet qu'on va aborder plus tard. C'est la partie management. C'est quelque chose que je dis assez souvent. Quand tu as un combattant qui est à la fois jeune et jeune dans sa carrière, à quoi bon précipiter? Si tu as confiance en ses compétences sur le long terme, tu peux vraiment prendre étape par étape. Parce que il y a 2 défauts à précipiter. Tu as le court terme, tu précipites, tu le mets dans un combat où il n'est pas spécialement favorable, ou alors c'est vraiment équilibré, c'est vraiment difficile. Il risque d'être sur une défaite, ce qui n'est pas bon pour la suite de sa carrière. Et s'il sort le grand jeu et qu'il gagne, après, à un moment, il va devoir prouver derrière aussi. C'est pour ça, les mecs qui sont à 1-0, qui acceptent de prendre un gars à 11-1 et puis qui vont le battre. Après, tu es à 2-0, tu as battu un mec à 11-1, mais il n'y a personne qui va vouloir te prendre parce que les gens, ils te voient comme, ok, c'est un gars qui a 2-0, mais qui a la valeur d'un 10-0. C'est pas quelqu'un que j'ai envie de prendre. Un exemple que je prenais souvent aussi, c'était l'inverse par contre, Yves Landu. Yves Landu, à un moment, il avait un palmarès qui reflétait pas du tout son niveau. Donc, il avait un palmarès qui était pas impressionnant sur papier. Pourtant, il avait un niveau incroyable. Mais les gens, ils veulent pas prendre ça. Ils veulent pas perdre contre quelqu'un qui a, je sais plus à combien il était à un moment, mais il devait être, je sais pas, 12-7, un truc comme ça. Donc, t'as pas envie de perdre contre un 12-7 qui a un niveau de 15-1. Donc ça, c'est dans le management, c'est très important. Et donc j'aime bien ce que tu dis à la fois Virgile est jeune, il n'y a pas besoin de précipiter les choses. Et donc tu peux te permettre de prendre un combat à la fois. J'avais fait un tweet ce week-end en disant que moi j'étais intéressé pour l'UFC Paris par un combat entre Nassourdine et Allen. Allen est sur 5 victoires d'affilée, ça devient un gros nom. Il est ranké, il sera peut-être juste derrière au niveau du ranking de Nassourdine. Et j'ai eu beaucoup de commentaires de non, il faut regarder vers l'avant, il faut qu'il avance dans le classement, il faut qu'il monte dans le ranking. Mais je cherche, à quoi bon? Il a quoi? Il a 27, 28 ans, Nassourdine. C'est encore un produit en phase de développement. Pourquoi vouloir le précipiter? Je comprends l'idée de vouloir tomber vers l'avant, mais est-ce qu'il faut mieux pas être favori à 65-35 face à quelqu'un qui est juste derrière toi que plutôt être underdog à 40-60 face à quelqu'un qui est 2 places devant toi? Je pose la question ouvertement. Moi, mon choix en tant que manager serait vite fait pour un combattant de 28 ans. Pour un combattant de 36 ans, c'est différent. C'est ça. Je pense qu'il faut adapter en fonction de. Il y a plusieurs paramètres. C'est pour ça que je te disais que le management, il peut aller que de pair avec l'entraîneur, parce que comment expliquer ça j'ai pas envie qu'on dise ouais, il prêche pour sa paroisse, parce que sincèrement c'est faux. Et je vais même c'est même pas une question de finance pour ceux qui nous écouteraient, parce que moi je n'applique pas la double tarif, mais vous pouvez interroger mes gars quand vous les croisez. Je ne fais pas 10 et 10 pour le training et pour
et pour le management parce que ils débutent leur carrière pour la plupart et je veux les aider. Et mon rôle pour les aider, c'est aussi d'être flex à ce niveau-là. Par contre, pourquoi je tiens à les manager et à prendre moi ces décisions? Parce que je vois pas comment tu peux chercher le match-up favorable sans avoir les tenants, les aboutissants, les petites blessures, les seuils de progression, comment s'est passé le camp. Mhm. C'est des sujets qui sont vraiment sensibles. Et je vois pas comment un manager étranger qui va faire ça en télétravail, euh, en tout cas dans la phase de construction de carrière. Moi, pour moi, qu'on s'entende bien, la construction de la carrière, elle va jusqu'au 3e contrat de l'UFC. Voilà, comme ça on est Mhm. d'accord. C'est-à-dire que même signé à l'UFC, c'est pas du tout terminé. C'est pas tu te dis ouais je signe à l'UFC, je peux prendre un autre manager parce que la négociation du 2e contrat elle est capitale. Et si tu as la chance d'en signer un 3e pardon, c'est là que tu vas gagner de l'argent. Donc à la limite au 3e contrat, tu peux te retirer et laisser faire une très grosse boîte qui va gérer la publicité parce que c'est toujours pareil, hein, les gros contrats ils arrivent à ton entrée dans le top 15 de l'UFC, les contrats qui te permettent de vivre intégralement de ce sport. Et, et voilà. Moi, je suis persuadé qu'une carrière, elle se construit même à l'UFC. Tu dois faire quand même attention au match-up que tu prends. Euh, parce que, tu vois, là, le camp Benoît, ils avaient 2 adversaires qui sont pour moi aux alentours du top 30 de la KT, voire peut-être même un peu au-dessus pour le tout dernier, qui avait une quarantaine d'années, presque 40 ans si je dis pas de bêtises. Et là, ils sont allés chercher un mec que moi-même j'ai situé dans notre podcast d'hier entre 10 et 15. Alors, ils sont pas fous. Mhm. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils y croient. S'ils ont fait, c'est qu'ils sont au courant de ce que Benoît est capable de produire à l'entraînement. Mais ça, je peux pas laisser ça à un manager qui serait aux États-Unis et toi en France, tu vois. C'est des décisions qui ont besoin d'être Mhm. importantes, imprégnées, validées par Daniel Warren, son coach, et validées. Donc moi, voilà pourquoi voilà. En ce qui concerne Virgile, moi, je préfère prendre moi-même en fonction de ce qu'il aura fait pendant ce camp, de valider ses match-ups, parce que je pense que en tout cas, dans la construction de la carrière, pour, c'est quoi mon but en tant que manager? C'est simple, hein, on va résumer ça en 2 phrases. L'entraîneur, c'est de rendre Virgile plus fort, et le manager, c'est de faire gagner plus d'argent à Virgile. C'est tout. Voilà. Et la méthode, comme tu l'as dit, ça peut être la chute vers l'avant, si le gars est plus ou moins âgé, ou si tu penses que c'est ça qu'il faut faire parce que tu penses que dans le temps, peut-être que sa carrière durera pas, parce qu'il a des blessures qui sont prédominantes. Il y a plein de sujets qui peuvent te faire dire, bah, on y va tout droit et on prend tous les risques. Mhm. Euh, et si tu as le temps, il faut essayer juste. Là, le but, moi, Virgile, ce que je veux maintenant pour lui, c'est juste qu'il donne plus de cours. Tu vois, dans ma construction que j'ai pu faire avec Samuel Benzazon du Maccabi, qui m'aide beaucoup, c'est qu'on a pris Virgile qui travaillait la nuit et on l'a enlevé de la nuit. On lui fait donner des cours. Maintenant, l'étape suivante, Mhm. c'est que Virgile ne donne plus de cours et qu'il puisse se consacrer à 100% à sa récup active. Et pour qu'il donne plus de cours, il faut que son salaire augmente légèrement, il faut que des sponsors s'intéressent à lui. Et là, on pourrait lui dire, Virgile, les cours que tu donnes à hauteur de 10, 12 ou 20 heures par semaine, même si effectivement c'est moins fatigant, moins stressant et moins dangereux que de travailler la nuit, ça reste embêtant. Je vais pas dire quoi, je vais pas dire comment, Mhm. je vais pas rentrer dans le détail, mais en donnant un cours, il s'est fait mal parce qu'il a servi de drill à un élève qui n'y est pour rien, mais que j'aurais bien pendu au plafond si je l'avais attrapé, et qui me l'a blessé, tu vois. Donc voilà, les étapes, elles sont comme ça. Moi, j'ai décidé d'avoir des choix et des modèles comme ça. On essaye de pérenniser leur activité pour de façon à ce qu'ils fassent plus de travail extérieur au sport. Ça leur permet d'être concentrés. Et après, effectivement, l'étape suivante, c'est de virer les cours pour qu'ils puissent vivre de leur sport et qu'ils puissent surtout consacrer leur temps à la récupération et à la progression. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit comme définition très simplifiée du coach de faire progresser l'athlète jusqu'à un niveau qui va lui permettre d'atteindre ses objectifs et le manager de faire en sorte de gagner de l'argent ou en tout cas de lui trouver les bonnes opportunités, que ce soit en termes de carrière sportive, contre qui tu combats, à quel moment, dans quelle promotion, et aussi en termes de représentation, gestion d'image, etc. Et encore une fois, dans le but d'atteindre ses objectifs, parce que clairement, que ce soit pour le coach ou pour le manager, leurs objectifs,
c'est juste l'image des objectifs des Ça. athlètes qu'ils gèrent ou qu'ils entraînent. Et donc ça, c'est très bien simplifié. De temps en temps, il faut pas complexifier les choses. Je te propose de passer à Axel Sola, qui faisait ses débuts professionnels en France. C'est Je dis ça. pas de bêtises. Début professionnel en Ok. France. En face, c'est César Alzemendia. Alors, moi, je vais qualifier, pour moi, hein, il y a deux sortes de vétérans UFC. Il n'y en a pas 40, il y en a deux. Il y a l'UFC vet qui met un gros frein à ses ambitions et qui vient pas prendre des billets, attention, je ne me permettrai jamais de dire ça, mais qui est nettement moins fort que ce qu'il était à l'époque où il était à son prime. Et il y a le vétéran UFC qui n'a pas performé dans la ligue parce qu'il n'avait pas le niveau, clairement, mais qui est toujours au même niveau parce qu'il combat régulièrement et qu'il s'entraîne régulièrement. Et compte tenu du Ouais. physique qu'avait César Alzemendia, compte tenu de ses performances hors UFC, et il a participé à des championnats du monde de grappling, il a fait le grappling combat avec les claques organisés à Las Vegas, il combat de façon très active à hauteur de 3 fois ou 4 fois par an en MMA, il a gardé la même catégorie de poids qu'il avait à The Ultimate Fighter et à l'UFC. Tous ces renseignements mis bout à bout, euh, quand Fernand Lopez m'a proposé le match-up, m'ont bien fait comprendre que ce gars-là est au même niveau que quand il était à son prime. Il n'était pas super âgé. Si je dis pas de bêtises, il doit avoir 32 ou 33 ans. À partir de là, oui, il a fait l'UFC en 2016, mais on sait qu'il était toujours dans un état opti, dans un état de performance et qu'il était dangereux. Après, quand on a décidé de prendre ce match-up en amont pour Axel, on était conforté par le fait qu'on avait déjà testé la catégorie lightweight et qu'on n'aurait pas de mauvaise surprise quant à son état de forme. Il a eu un camp quand même pas opti parce qu'il y a eu des petites blessures dedans, mais ça c'est malheureusement c'est minimum un camp sur deux. Et techniquement, moi je savais qu'Axel serait au-dessus. Donc ça c'est les causes et les conséquences de l'acceptation de ce match-up. On trouvait que quel que soit le rythme et la distance de combat, que ce soit debout, sol, cage control ou même les différentes distances debout, Axel serait nettement au-dessus de César. Euh, pour parler du combat en lui-même, il y a un premier round, mais c'est même pas un premier round. C'est les 2-3 premières minutes qui sont un petit peu faux folles. Voilà, Axel avait beaucoup ça lui tenait très à cœur de montrer et d'enflammer ce public parisien. Euh, Effectivement, il est un petit peu sorti du game plan quelques minutes, on s'en cache pas, et Axel me l'a dit lui-même. J'ai même pas eu besoin de dire un mot quelconque à la fin du combat, il m'en a fait la remarque avant d'aller euh, prendre sa pizza bien méritée. Il m'a dit, j'ai fait beaucoup de sottises dans le premier round. J'ai dit, écoute, je vais aller à l'aéroport, moi, parce que ça, on en parlera après, que malheureusement, le fait d'avoir plusieurs athlètes, ça t'oblige à passer des nuits pas très sympas sur une banquette de l'aéroport d'Orly. Mais je vais aller à l'aéroport, puis on en parlera à froid, tranquillement. Tu vas revisionner le combat. Mais effectivement, il a fait quelques fautes dans le premier round euh, qui sont dues, je pense, à sa jeunesse. Et c'est pour ça qu'il faut des combats avant l'UFC pour pouvoir tempérer un petit peu ses ardeurs et ses émotions. Euh, Néanmoins, je pense que ce qu'il faut retenir de ce combat, c'est ce deuxième et ce troisième round qui sont très très solides, les distances de combat Mhm. qui sont respectées, les feintes, le travail, que ce soit en lutte au sol, le cage control exceptionnel un peu. Il a un style très d'Aguès, Axel. Et pourquoi il a un style d'Aguès? Parce il était aux prémices de ce style grâce à ses combats IMAF, parce Mhm. qu'il a quand même 36 combats IMAF. IMMF. Et du coup, tu vois, il fait des choses euh, grâce. On a réussi à importer un peu ça avant tout le monde. Et ces single leg, mais qui sont vraiment moi j'appelle ça des single double, tu vois, c'est-à-dire que le single il est positionné comme un double leg contre la cage, que fait beaucoup Islam, que faisait beaucoup Khabib contre la cage, il les maîtrise à la perfection et il a pu faire état de ça, de ses liaisons, de son grand and pound. Pareil, tu vois, dès que je lui ai parlé du crucifix, parce qu'on a vu que Alzemendia faisait essayer de faire la langouste pour recomposer, donc il avait de l'espace entre son coude et son corps. Euh, Axel a répondu immédiatement c'est même pas la consigne en fait. Moi, je lui ai soulevé le fait qu'il y avait une possibilité de faire ça. Et plutôt que d'aller chercher une montre que César aurait contrée par une langouste et en sortant ses hanches vers l'arrière pour essayer de se trembler, ben, il a pris le contre-pied, il a pris le crucifix, ce qui était, je trouve,
exceptionnellement bien accompli pendant ce combat. Et, ouais, il était hyper concentré, hyper alerte aux signaux, aux consignes, à ce qu'il avait travaillé. Et quand il s'est mis à mixer avec la lutte, il lui a roulé dessus. On peut dire qu'il y avait 2 classes ou 3 classes d'écart, sans manquer de respect à son combattant qui a été très courageux et qui a succombé dans le dernier instant du troisième round à ses frappes en crucifix non défendues. Mais voilà, il y a ces 2 premières minutes du premier round sur lesquelles il faut revenir, mais en toute objectivité, je suis absolument pas inquiet. Je pense que c'est juste un peu d'ardeur et une volonté de vouloir enflammer son public. Mais globalement, je suis entièrement satisfait du déroulement du combat et de la domination qu'il a exercée face à un adversaire qui a été solide. Alors, première chose que je vais dire, apparemment à Nice, vous avez faim, vous ne faites pas de régime, parce que chez nous en Belgique, on appelle ça la crevette. Chez vous, c'est une langouste. C'est un peu plus grand. Mais tu sais Écoute, que, pour rester sur la petite anecdote, moi j'ai été très étonné quand je suis parti au Brésil la première fois, parce qu'en fait, il n'y a pas de mot à proprement dit en portugais pour ça. Ils disent, la traduction littérale en portugais, c'est sorte-hanche, tu vois. Il n'y a pas de raccourci comme on dit nous. Donc ça m'avait étonné, tu vois, je voulais savoir quel mot ils disaient, parce qu'effectivement on dit crevette, langouste, il y a plein d'autres mots. Mais au Brésil, ils disent tout simplement sorte-hanche pendant le combat. ok. Et quand la femme fait l'étoile de mer, ils ont un terme ou Pardon, j'ai dévié. Écoute, de nouveau, tu as un peu dit tout ce que je voulais dire. Je sais pas si tu avais vu, j'avais tweeté en live. Et donc moi, j'étais intéressé par une chose en particulier parce que après le premier round, j'avais tweeté Axel Sola, incroyable skills. Il pourrait gagner sur de la simplicité sans problème, mais il veut choquer le public. Et sur ces 3 tentatives de coup d'éclat, il laisse des portes à son adversaire. On voit notamment César qui parvient à l'amener au sol sur un tornado kick. Et quand il rentre dans le deuxième round, clairement, il vient vraiment pour gagner. Et je pense qu'il avait toutes les armes pour gagner de manière impressionnante. Son high kick aurait pu vraiment passer. Est-ce que tu lui as donné une instruction particulière entre le premier et le deuxième round Ouais. pour ça, ou il s'en est rendu compte par lui-même? Franchement, il l'a vu aussi. Il me l'a dit lui-même. Mais ouais, on est retourné sur le game plan. Euh, Sans rentrer trop dans le détail, moi je trouve que Axel est un formidable striker, Axel est un formidable lutteur, mais arrivé à un certain niveau, pour pouvoir être efficace, il faut mixer les deux de façon à noyer les informations. Et pour moi aujourd'hui, en 2023, tu peux pas te dire je strike. Si tu mets pas un niveau d'incertitude euh, euh, Mhm. un temps soit peu nuancé, ça passe pas, surtout contre des mecs comme ça qui ont, on avait remarqué dans ses combats, lui il fait des guerres, mais il arrête tout avec son visage, tu vois, c'est une guerre différente de celle de Benoît et Bonfim. C'est un gars qui prend des coups, qui a l'habitude de les prendre et qui est dur à descendre, tu vois, il a pris des KO à l'UFC, mais c'est vraiment des KO délayés où il frappe en même temps que l'autre et, il est dur à éteindre. Donc voilà, je vais juste rappeler ce qu'on a défini, et que malgré son envie vraiment Mhm. de mettre ce KO debout, qu'il le mettrait le KO, mais qu'il fallait mixer un petit peu plus pour noyer un petit peu les informations qu'il était capable d'emmagasiner son adversaire. Parce qu'on voyait clairement son adversaire qui, je pense, comprenait qu'il était en dessous en termes de skills et qui a choisi la voie de la victoire plutôt que de celle de la survie. C'est quelque chose qu'on voit de temps en temps. Quand tu as quelqu'un qui, pendant le combat, se rend compte qu'il est moins fort que son adversaire, en soi, il y a toujours que 2 options. Tu as l'option kill or be killed, le pile ou face. Je vais à la guerre, quitte à me faire éteindre, mais c'est là où j'ai le plus de chances de gagner. Parce que si je mets pas le pied sur l'accélérateur, ben, le gars il va continuer à me gérer et je vais perdre à la décision. Mais il y a tout de même des athlètes qui sont là. Ok, je préfère perdre à la décision que perdre par KO, même si ça me permet d'avoir peut-être une porte ouverte vers le KO. J'ai déjà eu des athlètes qui ont choisi l'option de la survie. Et forcément, si l'adversaire choisit l'option de la survie, tu as une victoire. Je mets plein de guillemets parce qu'il n'y a jamais de victoire facile en MMA, mais qui est plus facile que si ton adversaire se dit ok, je suis en train de perdre, là je dois jouer le tout pour le tout. Et Axel devait être capable de gérer ça. On voyait d'ailleurs son adversaire qui a envoyé pas mal de spinning elbow, tu vois, c'est le genre de coup un peu le tout pour le tout, hein, comme j'appelle. Si ça passe, c'est magnifique, ça passe vraiment. Mais avant que ça passe, il faut pas mal de réussite. Et donc j'ai trouvé ça top. Donc moi, pour résumer, après le deuxième round, j'avais écrit deuxième round beaucoup plus mature pour cela.
Il prend tous les momentum sans se mettre en danger. La lucidité est arrivée sous les instructions d'Aldric, je suppose. Donc maintenant tu le confirmes. Grotaf, il doit continuer sur ce mindset. Finish possible au troisième. Et donc il avait finalisé au troisième. J'avoue que je m'attendais à un finish plutôt debout, mais il était absolument magnifique. C'est magnifique d'aller chercher le crucifix. On peut en parler. Hein. Tu viens de le dire. César, très difficile à mettre KO. Tu dois avoir le contre parfait, la collision parfaite pour pouvoir l'éteindre. Face à quelqu'un qui est difficile à mettre KO, dans le troisième round où la fatigue commence à s'installer, le crucifix, c'est une magnifique option pour aller chercher l'arrêt de l'arbitre et avoir ce verre avec le TKO à côté écrit. Donc c'était bien vu. Ouais, puis je pense qu'il était pas Passons mal. Maintenant à Ilyes. Ah oui, vas-y. Non, je te disais juste, effectivement, je pense t'as ce genre de mecs qui ont élaboré des protocoles sur la montre et il avait une réponse à mon avis sur la montre et je pense que le fait qu'Axel ait pris cette voie-là, ça l'a vraiment déstabilisé, tu vois. Je pense qu'il avait un drill et des automatismes sur la prise de montre, en pontant peut-être d'un côté ou de l'autre ou en poussant sur le genou. Et c'était, je pense, bien exécuté de la part d'Axel de partir sur le crucifix. Ça, en tout cas, voilà. Après coup, c'est facile à dire, mais c'est la voie qui l'a amené à la victoire. Donc, quoi qu'il arrive, c'était un très bon choix. Maintenant, passons à celui qui était à distance par rapport à toi, Ilyes Djiroun. Comment ça s'est passé? Donc, on va on va parler de manière plus large avant de parler du combat en lui-même. Tu t'occupes de la préparation, du game plan. Quand tu sais que plusieurs athlètes de ton équipe doivent combattre à des endroits différents, quel est le process pour définir qui accompagne? Est-ce que tu inclus la personne qui va accompagner le plus tôt possible, histoire qu'il peut aussi un peu gérer la préparation, qu'il soit bien au courant de la stratégie pour t'assurer un bon cornering le jour du combat? Alors, sur ce combat-là, Ilyes avait choisi Emar et c'est un choix Emar Guy qui est donc double champion de l'Hexagone, qui est un combattant de Marseille. Et j'ai trouvé vraiment, je l'ai su tardivement entre guillemets, mais j'ai trouvé que c'était un choix judicieux pour plusieurs raisons. La première, il est gaucher, Emar. Et là, c'était une opposition gaucher-gaucher avec toutes les conséquences que ça a, parce que c'est quand même rare de faire du gaucher contre gaucher. Donc pour l'échauffement, il y avait ça. Après, il y avait le fait qu'Emar est une personne hyper agréable et pas du tout anxiogène dans les vestiaires, qu'elle est capable de répercuter des consignes et que le travail qu'il fait avec Jean-Michel Froissart à Marseille Fight Club, il a vraiment des notions technico-tactiques et il est capable de comprendre et de faire impliquer un game plan. Donc là, je trouvais que c'était un choix vraiment judicieux. Donc la seule chose que j'ai fait, c'est créer un groupe WhatsApp avec Emar où j'ai mis. Moi, j'aime beaucoup faire des game plans WhatsApp. J'aime pas les PDF parce que c'est du papier. Tu peux pas. Tu vois le PDF imprimé, en tout cas, je trouve ça moins interactif, même si on pourrait très bien penser à incruster des vidéos sur un PDF, ça se fait, mais c'est lourd. Et moi, j'aime que le mec il puisse regarder sur son téléphone, tu vois, qu'il n'y ait pas forcément besoin d'un PC ou de télécharger tel ou tel logiciel. Donc, je suis adepte du WhatsApp, sur lequel je vais mettre les consignes du game plan, ce à quoi on veut tendre, ce qu'il faut éviter, et surtout illustré par l'image. Parce que je sais pas pour mes confrères et les autres fighters, mais la compréhension sur le papier de phrases et de textes, elle est tout à fait faisable 2-3 semaines avant. Mais arrivé à la dernière semaine où tu es en général entre 800 et 900 calories par jour, où il y a du stress, de la fatigue, le stress d'être au poids, le cut qui commence, je trouve moi que la compréhension imagée en tout cas est beaucoup plus difficile et que les images et la vidéo parlent beaucoup plus facilement sur ce à quoi tu veux faire et ce que tu veux exécuter et le game plan qu'on veut utiliser. Après cela, j'aime beaucoup WhatsApp, je m'en sers pour ça. Je fais pas mal de découpage vidéo, découpage de patterns, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire, de quelle façon le gars a déjà été touché pour il le voit en image. Et là, il y avait beaucoup de choses à dire parce que l'adversaire d'Ilyes, SKRF, il avait beaucoup de combats, notamment un synchrone pour la ceinture qu'il avait fait quelques mois en arrière. Et donc, il y avait beaucoup de vidéos, beaucoup plus que par exemple le Lituanien de Virgile. Donc, j'ai pu vraiment visionner 4-5 combats complets pour l'adversaire d'Axel, pour l'adversaire d'Ilyes et un petit peu moins pour Virgile.
mais ça n'a pas empêché pour tous les trois d'avoir ça. Ils ont eu la discussion WhatsApp qui permet de faire des découpages vidéo et d'avoir un game plan à lire et à regarder sur leur téléphone à n'importe quel moment en fait, quand ils en ressentent le besoin, tu vois, ton téléphone, tu l'as avec toi. Mm. Et si tu as une petite montée de stress dans la journée ou si tu as besoin de le relire pour te conforter après ton échauffement, voilà de quelle façon ils ont les consignes. Et là, j'avais inclus Emar dans la discussion WhatsApp de façon à ce qu'ils ils puissent coacher de cette façon et pouvoir influer pendant le combat sur ces consignes en respectant ces win conditions que j'avais matérialisées. Hmm. Intéressant. J'aime beaucoup. Nous à l'époque, on faisait des groupes Facebook par combat, ce qui permettait également d'avoir un genre de suivi de conversation, de pouvoir mettre en priorité les, les points les plus importants, facile d'uploader des vidéos ou des images animées. On faisait également pareil, hein, on prenait des petites séquences vidéo qui illustraient euh, les difficultés de l'adversaire, les ouvertures qu'il pouvait laisser ou les techniques à utiliser. Donc j'aime bien les méthodes d'actualité, on va dire. Et c'est vrai qu'un PDF, c'est un truc que tu envoies une fois et puis pour le modifier, faut retourner sur Photoshop ou peu importe l'outil que tu as utilisé. C'est peut-être un peu plus chronophage, un peu moins direct. Et c'est vrai que de temps en temps, tu roules en voiture, tu as une idée, tu dis ah j'ai oublié de penser à ça, de dire ça ou de penser à ça, bah tu te parques, t'écris pas au volant, t'écris ton petit message, tu l'envoies. Euh, toujours important la sécurité d'abord, mais c'est pas mal. Je vais en profiter. J'en ai déjà parlé à John et à Brian. Euh, donc j'en parle à toi en live et ce sera disponible en vidéo pour tous les auditeurs. Mais une des idées de Fight Minds à terme, c'est de développer une cellule game plan pour toutes les équipes qui s'en sentent pas capables. Ce serait de vendre ce package. Donc donc voilà, si ça t'intéresse, on pourra envisager de faire ça ensemble. J'avais pour idée justement hein, de proposer ce service et alors de voir quelle personne de l'équipe, mais ce serait probablement toi, Brian et moi, on se pencherait sur l'élaboration de game plan et c'est un service qu'on pourrait vendre à Mais des combattants et à des équipes. ça se fait aux États-Unis de façon courante déjà, et je pense qu'aujourd'hui, euh, si tu es tout seul dans ton équipe et que t'as pas ou que t'es pas plein temps, tu vois, c'est impossible de faire ce. Je dis pas Mhm. que je suis exceptionnel, loin de là. Moi, par contre, j'ai le temps. C'est mon travail à plein temps. Donc, s'il faut que je dis ça en même temps, je réponds à un commentaire d'un de nos auditeurs qui a mis sur Fightman. J'aimerais bien savoir comment elle est organisée ta journée, Aldric. Alors, on fera peut-être un Mm. épisode dessus, mais pour être très clair, moi, je fais ça à plein temps. C'est-à-dire que le lever, il est à 6 heures du matin, à peu près tous les matins. Je suis un lève-tôt. Euh, le coucher, il dépend, parce que quand j'ai contact avec les États-Unis et je fais une petite transition sur ce qu'on évoquera après, ben, ça peut être à 2 heures, à 3 heures du matin. Mais sinon, en gros, c'est jusqu'à minuit, 1 heure. Et en plus des entraînements qui démarrent très tôt, puisque j'ai un groupe à 9 heures et un groupe à 10h30, et pareil l'après-midi, sur lequel on travaille sur les drills. En fait, le matin est institutionnel, c'est-à-dire que tous les matins on a un rendez-vous ensemble et c'est moi qui vais gérer avec Jean-Marc Toesca, entraîneur de boxe du club, et maintenant Samuel Monin qui nous rejoint dans 3 semaines. Et les après-midi sont personnalisés de façon à Mm. travailler sur ce que l'athlète, parce que ils n'ont pas tous les mêmes objectifs à court terme, et on personnalise l'entraînement de l'après-midi en fonction du combat, de la périodicité ou de ce qu'on veut travailler. Et donc, ça me fait des journées pleines, mais par contre, ça me fait des journées où j'ai du temps de visionnage, parce que je donne plus les cours aux amateurs et aux loisirs, ce sont mes élèves qui le font. Et c'est ce qu'on a décidé avec Samuel Benzazon, ce qui permet d'avoir un modèle économique où ils peuvent gagner leur vie rapidement au début de leur carrière en donnant des cours à ma place. Donc, ça me permet d'avoir du temps de visionnage et du temps pour faire des podcasts et des analyses. Et je le fais parce que je pense que ces podcasts et ces analyses, ça m'aide à être encore plus fort dans mon analyse. Plus t'en fais, Mm. plus tu développes certaines facultés. Et ouais, par contre, en visionnage, alors, je regarde à peu près tout ce qui se fait, et je dis bien tout, de l'amateur AEF en passant par la sueur fighting, en passant par la Supreme League. En amateur, je regarde à peu près tout ce qui se fait, et bien sûr les IMAF. Je suis abonné aux IMAF et je regarde à peu près tout ce qui se fait, soit Océanie, États-Unis, Europe ou les mondes. Et je regarde aussi toutes les organisations professionnelles sur lesquelles j'ai accès, c'est-à-dire UA Warrior, Brave, bien évidemment Ares pour les peu de cartes où on n'a pas d'adversaire, les Cage Warriors et LFA et consorts. Donc je visionne beaucoup. Par contre, je pense que je dois être à
peut-être bien une 5 à 10 heures par semaine minimum quand il n'y a pas de gros camps. Et bien plus, bien plus, bien plus, bien plus. Parce que je suis long à la comprenette. Tu vois, quand je m'amuse à regarder des vidéos avec Manon, je me rends compte elle capte les patterns plus vite que moi. Moi, j'ai besoin de plusieurs visionnages et j'ai besoin d'effectuer un travail fastidieux pour les comprendre. Euh, Parce que j'ai peut-être pas ce don et que j'ai besoin de travailler. Eh bah, on va pouvoir recruter Manon aussi dans l'équipe pour la capsule Game Plan. Mais comme ça, la bouteille est jetée. J'avais fait un podcast avec John où on parlait aussi à terme de pouvoir s'occuper de l'image de certains athlètes. On a reçu 2 DM par rapport à ça, de personnes qui étaient intéressées. Donc voilà, maintenant le message est public. Si certaines personnes sont intéressées, vous pouvez déjà nous contacter. Bon, moi, je suis en train de développer le produit. Je vais encore en parler avec toutes les personnes concernées dans l'équipe. Mais comme ça, tu es déjà au courant également. Et ça me fait marrer, entre guillemets, On de a fait ça en pouvoir le live. dire ici plutôt qu'en perso. Non, mais c'est pas Mais mal. voilà. Comme ça, on est Ouais, mais transparent, hein. On est transparent avec les gens qui nous écoutent, c'est bien. ben, c'est ça, et en fait, je sais que le besoin existe. Je sais que le besoin existe. Je sais que dans certains pays, ça se fait déjà. Et puis, comme Brian le dit très souvent, il l'a dit plusieurs fois sur Twitter, une carrière, une équipe de MMA, tu dois gérer ça comme des entreprises. Et à un moment, quand si tu n'as pas la compétence slash connaissance en interne, ou si tu n'as pas le temps, tu dois externaliser. T'as pas le choix. Dans une entreprise, c'est pareil. Tu lances une petite start-up, tu n'as pas étudié le marketing, ou bien tu l'as étudié mais t'as pas le temps parce que tu dois faire du RH, de l'admin, du développement et t'as pas le temps pour le marketing. Bah tu fais appel à une boîte externe ou à un indépendant externe qui va pouvoir te le faire sans que tu doives recruter un employé avec toutes les démarches administratives et les coûts que cela représente. Donc pour le MMA, c'est pareil. Tu as ton équipe. Il y a certaines personnes qui lancent une équipe de MMA, ils sont juste gestionnaires, ils sont pas coachs. Donc ils prennent des coachs, ils prennent des managers, ils prennent des office managers, des secrétaires à l'entrée, un comptable, et puis pour les game plans, si leurs coachs n'ont pas le temps parce qu'ils donnent trop de cours, ils pourraient faire appel à Fight Minds Game Plan, tu vois. Bref, maintenant que ça c'est dit, passons au management. Alors, attends, je vais juste, Ouais, vas-y. laisse-moi une poignée de minutes juste pour terminer sur Elias, comme ça on aura été complet parce on a très peu parlé de lui, on a juste parlé de la partie game plan. Et je voulais juste terminer parce que c'est une belle aventure qu'il a concrétisée par une victoire. Donc, en étant très concis parce qu'on est déjà à 52 minutes de vidéo, euh, ça fait à peu près 5 ans, je pense, qu'on travaille ensemble. Il y a eu beaucoup de désillusions parce que pas mal de combats annulés, des combats qui étaient compliqués, où je pouvais pas être là parce qu'il y avait ça. Yes, il a pas de chance à ce niveau-là. C'est tout le temps en doublette avec des combats de l'UFC ou des combats où il y avait d'autres personnes qui combattaient. Mais il y avait une rupture des croisés avec une opération qui s'est très bien passée. Il a repris extrêmement vite puisque les temps préconisés par les chirurgiens normalement c'est 10 mois et lui il a repris à 8 mois et demi. Mais avec une réathlétisation faite dans les règles de l'art où il a pu très vite retendre la jambe, très vite recourir. Les tests isocinétiques pour mesurer le déséquilibre quadri-ischio sont très très bien passés et il a repris la boxe très rapidement. Et donc quand il m'a dit qu'il voulait être matché sur cette carte, au début j'étais un peu pas inquiet, hein, pas, j'ai une totale confiance en lui et en ses aptitudes, mais oui, un peu préoccupé parce que je trouvais ça rapide et que les deux chirurgiens qu'on avait consultés me disaient 10 mois. Malgré ça, on a décidé de mettre en place un game plan euh, où on pouvait voir le IS 2.0. Alors, j'ai pas la prétention de dire que je l'ai changé, hein, mais je pense que le travail qu'on a fait ensemble lui a donné confiance, en tout cas en son cache control et en sa lutte. Même si Jean-Michel Frossard avait déjà fait un travail de formation exceptionnel et qu'en plus ses voyages à l'étranger en ont fait un garçon très complet. Il est allé sparer avec Cerrone, il est parti aux États-Unis à de nombreuses reprises. Elias, c'est un baroudeur et c'est un passionné surtout. Mais là, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en jeu. Moi, j'étais très stressé par ce combat, mais pas un mauvais stress, mais voilà, il y avait une réathlétisation où on s'est tous investis beaucoup. L'INSA, qui est un de nos partenaires, l'Institut niçois du sport et de l'arthrose aussi, qui ont fait énormément de travail pour sa réat. Lui qui s'est consacré énormément de temps à la préparation de l'opération, à la réapplication post-opératoire et après au game plan ensemble. On a repris les sparring tard, parce que comme il combattait tôt, il fallait pas prendre de risques. Donc, il combattait contre un adversaire extrêmement solide, qui était gaucher aussi, qui avait fait la ceinture, qui était un prétendant à la ceinture
du Brave, donc qui était très solide avec des aptitudes en lutte tellement importantes que c'est rare en MMA les gens qui sont capables d'attaquer tête intérieure et tête extérieure, tête droite, tête gauche. Voilà, c'était le genre d'adversaire qu'il y avait en face. Striker, solide, capable d'enchaîner, costaud, très costaud pour la catégorie, en sachant qu'on s'interroge avec Elias et qu'il y a de très fortes chances qu'il termine sa carrière à 66 kilos plutôt qu'à 70. Donc voilà, une victoire qui a vraiment beaucoup de saveur pour moi parce que voilà, une réathlétisation des croisés, un combat à 8 mois et demi contre un adversaire très 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 solide qui totalisait un record et je crois qu'il avait 13-4 en MMA au moment où Elias l'affrontait. Très solide, donc parmi les top 3 du Brave dans cette catégorie, donc prétendant à la ceinture. Une excellente victoire et en plus, pour la première fois à très haut niveau de sa carrière, il a montré sa lutte et son cage control et c'est lui qui a emmené ce combattant qui était réputé pour ses takedowns au sol et voilà, je suis extrêmement satisfait. Tu sais, des fois tu fais 3 verres mais il y a la méthode où tu sais que t'es pas passé loin du cauchemar. Là non, là il y a une domination écrasante d'Elias sur les 3 rounds. Il y a un Virgile qui a mis en place son game plan et qui a montré qu'il était capable d'échanger avec des très gros strikers. Et il y a Axel qui surplace un UFC vétéran solide. Donc voilà, on peut couper là-dessus. Là-dessus, je savoure vraiment ces victoires parce qu'il y a la victoire et la manière. Comme je vais reprendre ce que dit Daniel Warin à chaque fois, hein. Il n'y a que la victoire qui compte. C'est vrai, mais il y a des victoires qui n'ont pas la saveur de la victoire. Et je pense que c'est doublement plus agréable pour tout le monde quand tu as une victoire que tu sens méritée, voire plus que méritée. Parce que tu as des victoires méritées sur des camps qui se sont très bien passés, sur une situation optimale, on va dire. Et puis tu as des victoires qui non seulement sont méritées, mais en plus ont été faites au travers de certaines difficultés. Et donc ça, c'est d'autant plus savoureux quand tu as un contexte qui t'amène à apprécier davantage le verre que tu as maintenant sur ton palmarès. Je m'excuse de pas. C'est vrai on a transité de Ilias vers un autre sujet et puis maintenant je suis content que tu aies refermé la boucle histoire que chacun des trois ait eu le temps de parole qu'il méritait et les éloges qui sont mérités parce qu'effectivement les 3 performances sont vraiment vraiment bonnes et ce que j'aime bien surtout chez Axel et Hogan c'est que ce sont des victoires desquelles tu peux en plus tirer pas mal de leçons pour continuer à progresser, étant donné qu'ils sont encore tous les deux assez jeunes dans leur carrière. C'est ce qu'il y a de mieux en fait. Pour moi, c'est une victoire sur laquelle t'as pas de leçons à tirer, c'est bien, mais c'est toujours mieux quand tu as des pistes de progression, parce que le meilleur indicateur de performance, c'est ton combat. C'est pas tes entraînements, c'est pas tes performances, c'est pas ton bench, peu importe. Ton combat, c'est le plus important. C'est ton meilleur indicateur. Les victoires en moins d'1 minute par KO, bah, gardons-les pour l'UFC, là où ils ont déjà la maturité de leur jeu et où ça leur apportera un bonus. Le reste, là pour l'instant, on est bien d'accord. Ramon, pagayons, surmontons les difficultés. C'est comme ça qu'on aura des athlètes qui peuvent prétendre à l'UFC et à faire des carrières extraordinaires. Ouais, juste pour faire un lien avec Brian, c'est clairement ce que Brian avait dit à son dernier combat. Il voulait, c'est assez bizarre, mais il voulait gagner à la décision. Il voulait prouver qu'il était capable de gagner un combat dans la gestion sur les 15 minutes, de gagner chaque minute du combat. Il préférait une victoire à la décision qu'une victoire sur un coup d'éclat. Et moi c'est vrai que historiquement, je crois qu'on peut retrouver des vidéos de moi d'il y a 6-7 ans où je disais que la victoire idéale, c'était genre quand il reste 1 minute dans le dernier round. Parce que du coup, tu as la gestion. Et puis en plus, tu as ce petit coup d'éclat alors qu'il reste que 1 minute. Et donc mentalement, tu peux te dire, ok, je suis capable d'aller gagner un combat à la décision. Mais en plus de ça, j'ai mon petit highlight qui plaît, qui plaît au public. Ça, c'est toujours le truc le plus agréable, je pense, pour un athlète. Est-ce que le combat parfait, Chris, c'est le combat du Romero au Bellator Paris où il accélère dans les 20 dernières secondes et met KO? Moi, j'aime bien. Pour moi, le parfait, c'est Demetrius Johnson contre Ray Borg, où il domine les 4 premiers rounds, et puis il a la soumission la plus spectaculaire de l'histoire, ou en tout cas une des plus spectaculaires de l'histoire, parce que là il y a vraiment tout, quoi. T'as vraiment cet aspect de dire, ok, j'ai prouvé que j'étais meilleur que l'autre dans
tous les domaines. J'ai prouvé que j'étais capable d'être performant sur 24 minutes et demie et j'ai prouvé que je peux encore avoir un coup d'éclat et de la lucidité, une prise de risque à la limite sur les dernières secondes de mon combat avec quelque chose qui va faire le tour du monde. Ça, c'est vraiment, je pense que ça, pour un athlète, et en plus de ça, c'est pour défendre ta ceinture, donc je crois que c'est difficile de faire, Non, de t'as faire raison. mieux que ça. C'est vrai, je valide. Ah ben voilà, maintenant qu'on est d'accord là-dessus, est-ce qu'on... Hmm, ça fait 1 heure qu'on est occupé. Est-ce que tu as le temps de faire le Moi, backstage? le temps, je l'ai. Est-ce que tu veux le faire sur la Ok. même vidéo? Est-ce que tu veux qu'on coupe? C'est toi le boss. Écoute, moi je suis un grand fan de Joe Rogan. J'adore ses podcasts. J'aime beaucoup les trucs qui durent 3 heures. Alors on va pas faire 3 heures, je te rassure, Non, mais mais j'ai aucun mal à ce que la vidéo dure plus longtemps que allez. d'habitude. Donc allons-y. Ici, on va peut-être pas se concentrer sur la partie management, dans le sens qu'est-ce qu'un bon manager, à quoi doit-il faire gaffe, quels sont tous ses rôles, quelles sont toutes ses responsabilités, comment ça se passe, etc. Parce que ça, c'est peut-être une vidéo à part. Ici, on va vraiment se concentrer sur une étude de cas, comme on appelle. C'est vraiment le cas spécifique Manon contre Rose. Je pense que ça peut Ouais, intéresser pas mal de monde d'avoir les coulisses. Comment est-ce que c'est parce que le fan, lui, tout ce qu'il voit, c'est il suit des médias, il y a des rumeurs et puis de temps en temps il y a des annonces de combat. Mais il n'y a pas le détail de OK, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette rumeur-là et finalement c'est un autre combat. Est-ce en tant que manager, est-ce que tu parles à ton athlète, tu contactes toi-même l'UFC en disant je suis intéressé d'avoir Manon contre Rose, ou bien c'est eux qui te contactent en faisant la proposition. Est-ce que tu peux brièvement expliquer l'envers du décor? bien sûr. À la base, ça part vraiment, je suis vraiment honnête et transparent avec nos auditeurs. Ils vont avoir des petits scoops sympas. Enfin, je pense qu'ils vont trouver ça sympa. À la base, il y a une indiscrétion de la part de l'UFC qui a oublié, enfin, un de ses matchmakers a oublié que Manon était blessé après son combat. Et du coup, on nous révèle tout début 2023 que Rose monte, ou en tout cas a émis le souhait de monter en flyweight. Voilà comment ça se passe. Euh, Moi, je sais, parmi mes contacts, que elle programme sa montée sur une compète de grappling contre Gillian, je crois que c'est Robertson, Gillian Robertson, mais sur une compète de, je crois que ça s'appelle le Fury ou un truc comme ça à Cage Vegas. Fury, Ouais, c'est ça. c'est ça qui est. Ouais. Et donc, je me lève, je mets le réveil à 3 heures du matin pour regarder ce combat. Et là, je vois que ça se passe très mal, cette première montée à 57, puisque arme, drag, prise de dos, étranglement. Et là, je me dis, je pense qu'elle va pas monter, tu vois. C'est peut-être que c'est compliqué. La transition en grappling, ça va pas bien passer. Mais quand même, je décide avec l'avocat qui s'occupe de l'image de Manon et de ses contrats, Nima Safapour, on décide de la call out un petit peu, tu vois, pour manifester le fait que Manon va très vite revenir de sa blessure, puisque sur des ruptures de croisée, bah, t'as des Elias Giroud qui reviennent en 8 mois et demi, t'en as qui mettent beaucoup plus de temps parce qu'ils sont réopérés, parce que ça se passe pas bien. Il y a un énorme travail à faire. Et nous, on veut prouver tout de suite que Manon sera, on peut presque dire utiliser le terme proactive et qu'elle sera prête dès la fin de l'été. Donc, il y a un call qui est fait via MMA Junkie pour entretenir le truc, dire que Manon revient vite. Un call qui est un peu noyé. On est un peu déçu de notre call-out puisque Valentina colle Manon en même temps, sans savoir qu'elle est blessée. Wow. Non, franchement, il y a eu beaucoup de rebondissements dans ce dossier. Valentina comment dire, s'exprime publiquement en Manifeste. disant, voilà, en même temps que les awards, c'est même awards, donc je pense que c'est courant janvier, quasiment en même temps que nous, pour dire, mon adversaire, c'est Manon Fiorot. Parce que Valentina ne sait pas que Manon est blessée. On pense peut-être que cette blessure n'a pas, parce que tout le monde dit que c'est très à la mode de dire qu'on est blessé au genou. Mais là, il y avait une opération, bien sûr. Donc, du coup, on est obligé de décliner cette offre. C'est pour ça que, parce que j'aime bien les gens qui disent, ouais, mais attends, est-ce qu'elle mérite son title shot? Non, mais attendez, messieurs, elle peut prendre qui elle veut maintenant. Elle mérite son title shot. Non seulement elle a été numéro 1 de la KT, et elle est passée numéro 2 qu'avec la défaite de Valentina, mais même la championne elle-même a dit, ok, c'est Manon qui est ma challenger. Donc, à partir de là, elle peut combattre contre qui elle veut par la suite. C'est la contender de la KT. Point final. Donc, notre message est un petit peu noyé, mais malgré tout, on décide de le faire quand même. Je pense que l'idée a germé quand même dans la tête de l'UFC.
puisqu'on a réussi à en reparler. Euh, du coup, on a un peu jeté la patate chaude dans le camp de Rose, puisque l'UFC était chaud pour le faire, mais c'est Rose qui a décidé quand, comment, pourquoi, en sachant que nous, on était vraiment prêts même à renoncer à l'UFC Paris, si on avait dû, comme on l'a fait pour Abu Dhabi l'année dernière, pour avoir ce match-up. Parce que euh, là, c'est une énorme chance que tout ça ait pu être mis bout à bout pour que non seulement elle puisse communier avec son public et être découverte du public français, mais en plus ramener Rose à Paris, c'est quelque chose d'exceptionnel pour lequel nous, on a été acteurs, certes, mais voilà, il a fallu que Rose accepte Mhm. et il a fallu que, effectivement, mais moi, j'aime à penser, en étant totalement objectif, que les 3 petits call-outs de Manon ont piqué Rose un petit peu au vif, en disant, mais attends, comment ça, elle se permet de dire qu'elle va me réceptionner à 57? Moi, je pense que Tuck Rose, c'est un surnom qui est mérité, et que les call-outs de Manon y ont fait beaucoup quant à sa volonté de venir l'affronter à Paris. J'en suis persuadé. Et le call-out d'MMA Junkie, celui d'Ariel également, et la Wani où elle a parlé de Rose, je pense qu'ils ont été déterminants, en tout cas dans la suite de ce dossier, et qui pour moi est un des plus beaux combats qu'on peut offrir au public français, sur le sol français en tout cas. C'est ouais, en fait, j'ai du mal à imaginer un combat qui aurait plus hypé le public français que la montée de Rose, pour plusieurs raisons. Rose, c'est une ancienne championne. Elle est appréciée du public à tous les niveaux et personne ne s'y attendait. Dans, dans les fans classiques, peu de gens connaissent Blanchfield, par exemple, parce que je sais que Erin Blanchfield, c'était une des adversaires de laquelle vous parliez également. Et je pense que c'est vraiment l'adversaire que Manon devait prendre pour avoir le plus de hype autour de son combat. Évidemment, bon, le combat numéro 1, ça aurait été pour la ceinture, mais en dehors du combat pour la ceinture, c'est difficile de faire mieux pour gagner en visibilité. Et bon, ça, c'est une question que je dirigerai peut-être à Manon, mais c'est combattre une ancienne championne, ça, ça peut permettre de mettre en confiance aussi par rapport à son niveau. Bien sûr. Mais après, je tiens à être clair, tu vois, parce que je lis, bien évidemment, je lis ce qui se dit en commentaire, je peux pas tout regarder, mais j'essaie de répondre aux gens qui ont posé ces questions. Euh, Même si j'ai trouvé peu judicieux ce qu'ils disaient, ils disaient, ouais, c'est Blancfield qu'elle méritait, et pourquoi pas, et pourquoi, qu'on soit bien clair. Derrière Valentina Shevchenko, c'est Manon. Donc Blancfield, elle est derrière nous, elle attendra. Il faut Mhm. bien remettre et contextualiser parce que j'ai l'impression que souvent il y a un peu ce phénomène franco-français qui rabaisse un petit peu les athlètes. Donc soyons bien clairs, messieurs. La contender numéro 1, c'est Manon Fiorot. Point barre. Derrière, on va chercher si on n'a pas le choix. Manon elle a préparé le nom de Rose en disant il n'y a aucun problème. Si c'est Santos, c'est Santos. Si c'est Blancfield, c'est Blancfield. Et tout le monde me parle de Blancfield. Moi, j'éteindrai sa hype avec grand plaisir. Après, il faut bien comprendre. Bien évidemment, il y a des choses qui se jouent puisque Blancfield va rencontrer Santos et qu'en cas d'une énorme performance de l'une des deux, peut-être qu'il faudra euh, aller la chercher, mais ça, c'est le jeu. Par contre, notre destin, Mhm. il est entre nos mains. C'est-à-dire que même s'il y a une très belle performance de Blancfield Santos, c'est la 3 contre la 4. Donc à partir du moment où tu es Mhm. numéro 2, juste derrière Valentina et Grasso, il peut y avoir la performance la plus extraordinaire possible à Singapour entre Santos et Blancfield. Si Manon, et c'est pas si, c'est quand Manon va sortir son combat à Paris, parce que croyez-moi, mon rôle c'est de la préparer, et elle sortira le combat de sa vie, Manon sera prioritaire, parce que c'est l'échelle alimentaire, c'est tout. C'est voilà, il y a un gradué, on peut appeler ça la chaîne alimentaire, l'échelle alimentaire ou ce que vous voulez. Il y a une graduation. Manon est contender, elle a été nommée par Valentina, elle est au classement de l'UFC. Ben c'est comme ça. Et il n'y a pas de Blancfield, ça aurait été mieux pour le classement, c'est Blancfield qui va avoir le title shot. Apprenons à, comme il est, je pense, de bon ton de ne pas avoir peur de ses objectifs. Quand je parle de Hogan et de Sola et de Giroud, je veux qu'ils atterrissent dans une big league et ils le méritent d'aller à l'UFC. Et donc, il faut pas cacher ses objectifs non plus. Manon, elle est numéro 2 de la KT. Mhm. Elle a été numéro 1 et cette place lui revient de droit et de fait. Et donc, il n'y a pas à parler de Blancfield ou de Santos.
Là, on peut pas avoir la ceinture parce qu'il y a une revanche méritée par une championne dominante. Donc, elle a un prestige fight et qui lui revenait de droit, compte tenu du fait qu'elle a balayé la KT, hein, parce que on parle souvent de balayer le top 5. Je vais m'attarder quelques instants sur les deux opposantes, la 3 et la 4. Manon, elle bat Maya quand elle est 4. Elle bat Choukadian quand elle est 1. Je rappelle deux petites minutes que Tabata Ricci vient d'intégrer le top 10 de la catégorie 52. Elle a battu Gillian Robertson ce week-end, que Tabata qui est le deuxième combat de Manon à l'UFC en short notice. Je rappelle également que Mera Bueno Silva d'Ishitara va se battre contre Holly Holm et qu'elle sera contender à la ceinture à 61 en cas de victoire, que Manon a affronté à son 3e combat. Donc voilà, il y a pas besoin de spéculer plus que ça. Manon en 5 combats à l'UFC, elle a fait 5 combats, 5 victoires, 2 par KO. Elle a battu une fille qui est contender à 52, une fille qui va être title contender à 61, 2 défis du top 5, point final. Blankfield a battu une Andrade qui sortait de vacances 5 jours avant, et qui avait fêté sa victoire. Le combat d'avant Blankfield, c'est Molly McCann qui était même pas classée dans le top 15. Donc s'il y en a qui doivent faire leur preuve, c'est pas Manon, c'est Blankfield. Santos, elle est sur une défaite courte et par split décision l'année dernière justement à la même date contre Valentina, mais elle a perdu. Et on va s'intéresser encore une 10 petites secondes à ce qu'elle avait fait avant d'avoir ce title shot. Elle avait battu Calderwood ou Wood parce qu'elle s'est mariée avec l'entraîneur de Syndicate MMA oui. Et ça lui a valu un raccourci de prénom. Et avant Wood, tu vois, c'était des filles qui étaient extérieures au top 5. Donc pour l'instant, la seule qui a nettoyé un peu le top 5, c'est Manon. Voilà pourquoi elle est légitime. Et voilà pourquoi je ne supporte pas avoir des critiques là-dessus. Et je me permets de t'entendre répondre de façon un petit peu agacée sur Twitter, parce que les faits, on ne retient. Nous, on est là, toi et moi, pour analyser des faits. Et les faits sont ceux-là, et pas d'autres. Et on va rajouter un argument, hein, gagner contre Rose. Qu'est-ce que tu veux contre-argumenter après sur ta place au title shot? Rose reste... tu peux argumenter comme quoi elle fait partie... Elle est peut-être la plus grande combattante 52. C'est vraiment une grosse division. Hein. En tout cas, ça se joue entre Joanna, Weili et elle. Ouais. Et elle a elle a 2 victoires contre Joanna. Donc, et elle a mis KO Weili. Elle a 2-0 contre Weili aussi. Hein. Même si le deuxième... elle a 2-0 contre Weili, elle a 2-0 contre Joanna. Même si le deuxième, effectivement, est serré, un petit peu serré. Moi, je l'ai regardé plusieurs fois. Pour l'instant, je vois plutôt Weili. Mais des fois, ça change en fonction de l'heure à laquelle je vais regarder le combat et de ce que j'ai vu avant. mais oui, le combat de Weili est quand même très très disputé. Mais c'est une très grande championne et c'est Manon qui méritait, compte tenu de ses états de fait et de ce qu'elle a proposé à l'UFC, c'est Manon qui proposait ce combat et personne d'autre. Et il faut pas. Je pense que c'est pas avoir la grosse tête que de dire ça. C'est juste la reconnaissance d'un 5-0 à l'UFC, parsemé d'embûches et de filles très très fortes sur lesquelles elle a tiré son épingle du jeu à chaque combat qu'elle a fait, blessée ou pas blessée, short notice ou pas short notice, et Covid ou pas Covid. Voilà. Ouais, donc gros challenge et c'est sympa d'avoir un peu les derrière de comment se produit un combat. Donc tu peux faire des call-outs directs, indirects. Tu peux passer directement par l'UFC, mais donc là en gros c'est un peu une fuite de l'UFC qui vous a mis la puce à l'oreille comme quoi Rose montait et forcément c'était un nom qui vous intéressait, donc vous avez fait quelques petits call-outs cachés qui ont mené à cette potentielle, enfin pas à cette potentielle, à cette signature de combat. Si on doit résumer ça en une phrase, je pense que ça part d'une petite indiscrétion et après c'est un travail de fond avec l'UFC et avec le travail de médias de Manon qui est discrète. Hein, Tout le monde dit ouais mais Manon on l'entend pas. Là elle a fait les interviews suffisantes pour, je pense, piquer au vif le clan Namajunas, ce qui a permis d'obtenir ce combat, parce que je pense que voilà, aujourd'hui Manon, de par son statut, elle a accès à des médias hyper connus, puisque Ariel, c'est quand même pas tout le monde qui le fait, et MMA Junkie non plus. Farah Hanoun, la journaliste intervieweuse, on peut dire que je pense qu'il y a que Manon et Cyril qui sont passés dans ces deux shows. Comment dire,
en même temps. C'est-à-dire que je pense que ce sont les deux seuls Français qui ont fait les deux. Je sais que Cédric Doumbé a fait Ariel. Je suis pas sûr qu'il ait fait le Ariel, match junkie. Donc voilà, je pense qu'il y a que Manon et Cyril qui ont apparu dans ces deux médias en même temps. Et Manon ne s'est pas privé de call out Rose lors de ces deux apparitions. Et je suis persuadé que ça a joué dans l'obtention de ce combat et dans la localité de ce combat, dans la localisation de ce combat tout du moins. Mais et pour revenir au management dont on parlait tout à l'heure, Rose, elle commence à avoir une carrière étendue. Elle va prendre je vais pas appeler ça des raccourcis, mais elle va plus chercher à avoir des combats de chauffe. Donc, si elle a accepté le combat contre Manon, c'est qu'elle considère que c'est sa porte ouverte vers une deuxième ceinture. Je pense que on voit beaucoup de contenders d'une division ou d'anciens champions d'une division qui, quand ils changent, il retombe assez bas dans le classement. J'ai pas spécialement d'exemple concret en tête, mais je m'étais déjà fait la réflexion plusieurs fois où je vois un Rafael dos Anjos qui passe de lightweight à welterweight et puis on le fout contre le 14e de la division et t'es un peu là genre attends, c'est quand même l'ancien champion, pourquoi il tombe si bas? C'est potentiellement pour se reconstruire, pour s'assurer d'être bien dans cette division. Ici, Rose, je pense qu'elle accepte le combat aussi en se disant bah c'est la tête à battre si je veux avoir le title shot et c'est ça que je veux. Je pense que Rose, elle veut plus voilà, elle veut pas se dire j'ai besoin de 2 combats et puis un title eliminator parce que elle est pas si âgée mais bon, elle commence à avoir son âge en carrière et je pense que elle veut voilà, elle veut remonter au titre directement. Donc il y a une forme de respect dans les deux sens. Il y a une forme de respect de Rose envers Manon et de Manon envers Rose. C'est ça, je pense que je vois quand même moi la Fight Week un peu animée parce que Rose c'est Tug son surnom et je pense qu'elle le mérite et Manon faut pas la chatouiller. Donc je pense que pendant la Fight Week ça risque de barder un petit peu, mais en tout cas à l'instant T le fait que Rose ait accepté c'est une preuve de reconnaissance pour Manon et Manon elle reconnaît bien sûr la carrière de Rose que Rose combattait en 2015 je crois au TUF aux Ultimate Fighter alors que Manon faisait encore du karaté à cette époque donc voilà, Manon la respecte comme une grande championne. Et je pense que Rose, en acceptant le combat, témoigne également son respect envers Manon. Et pour être très clair, et pour répondre aussi à une question qu'on nous a posée sur Fightman, je terminerai là-dessus. La négociation du nouveau contrat n'est pas de mon fait. Et quelle que soit la temporalité de ce contrat, c'est jamais toi qui décides. C'est-à-dire que aujourd'hui, même le plus gros des managers ne peut pas sursolliciter la signature d'un nouveau contrat. C'est l'UFC qui décide. La première fois que Manon a renouvelé, c'était pour son 3e combat. On m'a dit elle re-signe ou elle le fait pas. Il n'est pas du tout question de la laisser libre. Et là, c'était son 3e contrat, mais elle en avait encore 2 combats sur le 2e. Et l'UFC m'a dit elle fait pas le combat si elle re-signe pas. Donc après, il y a de la négociation. Là, oui, ton management sert dans la négociation des tenants, des aboutissants, puisque aujourd'hui à l'UFC, il y a la somme donnée pour un combat, il y a la somme donnée pour un combat de championnat, si tu peux négocier du pay-per-view ou pas. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu que je préfère garder confidentiels, mais en tout cas, j'évoque les paramètres. Mais ce que je peux dire, c'est que voilà, à ce niveau-là, il n'y a aucune règle. Il y a des gens qui signent libres. Il y a des gens on va attendre le 4e combat pour qu'ils re-signent. Pour info, Faresiam, il est resté libre 5 mois avant l'UFC Paris parce que il était libre ou pas de s'engager dans une ligue. Il ne l'a pas fait et puis ils l'ont re-signé. Il y en a qui signent au 3e, il y en a qui signent au 2e. Ça va dépendre de ça va dépendre de cette fameuse réunion du mardi après-midi des matchmakers du UFC qui décident de la suite, que ce soit en termes de matchmaking ou en termes de suite de carrière pour le roadster et pour les athlètes qui veulent faire évoluer. Donc là, en l'occurrence, Manon a re-signé pour 8 combats. Ok. Donc en gros, Manon avait un contrat qui était encore d'actualité, qui terminait 2 combats plus tard. C'est-à-dire le combat de Rose et un autre combat. Est venu chez. C'est ça. Donc il y avait encore 2 combats. Donc le combat de Rose plus 1. Mais l'UFC, dans les négociations, sont venus vous dire, OK, on vous propose un nouveau contrat qui écrase le contrat actuel, sur lequel on part sur 8 combats, donc celui de Rose plus 7. Et j'imagine, bah, forcément, on va pas rentrer dans le détail, mais les termes ont un peu changé. Oui.
on entend souvent parler de ça. Je pense que Dustin Poirier avait dit, ou Max Holloway, quand ils n'étaient pas encore champions, ah c'est cool, j'ai re-signé un contrat dans lequel je vois noter les clauses de championship. C'est Donc ça. ça c'est l'UFC qui revient quand il voit le potentiel. Là, elle a la clause championship, elle a la clause pay-per-view. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes à l'UFC qui en ont. Ouais. Allez, quoi je pense qu'il y a pas 50 athlètes à l'UFC qui ont la clause championship et la clause pay-per-view. Ouais. C'est ça. Donc tu as 13 catégories de poids, filles, garçons confondus, quelque chose comme ça. Donc il y a les 13 champions qui ont la clause, probablement les 13 premiers contenders et potentiellement une petite quinzaine en plus. Je suppose que ça se joue là-dessus. Donc ouais, c'est bon, c'est prometteur parce que ça veut dire que l'UFC voit le potentiel aussi. Sinon ils auraient laissé passer le combat. Et en fait, c'est ça le truc en fait, c'est que l'UFC a été intelligent dans le sens où ils se disent bon si Manon gagne contre Rose, c'est eux qui ont le levier de négociation. Donc on va leur imposer un contrat maintenant parce que c'est nous qui avons le levier de négociation. Allez bâtard. mais non, mais c'est très bien vu dans le sens de la négo, mais ça prouve quand même que pour eux il y a déjà l'éventualité que Manon s'impose. C'est quand même pas mal quand on voit là. Moi alors je vais te dire quelque chose. Moi, j'en suis persuadé. Voilà, ils peuvent regarder, il n'y a aucun doute dans mes yeux, je me rapproche de la caméra. Je suis intimement persuadé et convaincu que Manon va s'imposer. Sinon, j'aurais pas pris le combat, clairement. Mais l'UFC n'a peut-être pas le même pourcentage que moi, mais envisage ce scénario puisque la signature de ce contrat découle de ça. S'ils étaient persuadés qu'elle allait perdre et qu'elle s'inclinerait pas, ils auraient fait ça différemment. Donc c'est encourageant, voilà, c'est bien. J'ai posé une dernière question parce que ça m'intéresse en tant qu'ancien coach, parce que ça a été mon cas évidemment. En tant qu'ancien coach, quand j'étais face à un coach de renommée, ça me faisait un petit quelque chose, tu vois. Il y avait mon ego qui rentrait un peu en jeu en me disant si on gagne ce combat, moi sur mon CV, je peux dire j'ai battu, mon athlète a battu une athlète de John Kavanagh par exemple. Est-ce que le fait que Rose soit sous l'emprise, oula, le mauvais mot, soit sous la tutelle de, elle est sous l'emprise de Pat Barry, elle est sous la, non, je déconne, pas de trash talk. Elle est sous la tutelle de Trevor Whitman. Est-ce que ça rajoute quelque chose pour toi en tant que coach d'avoir cette opportunité d'être dans le coin opposé à Trevor Whitman qui a quand même sa réputation? Non, franchement, j'y pense pas. La seule différence avec avant, c'est que aujourd'hui, j'ai confiance moi-même en mon travail. C'est-à-dire que les années, je dois pas être loin des 200 combats où j'ai été dans le corner. En game plan, pas 200, très loin de là, parce que j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était être capable d'eux, mais je pense que les années et l'expérience que j'ai là-dedans font que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma façon de. Je sais que je vais travailler au moins autant que lui. Après, c'est une science, mais c'est une science exacte. C'est-à-dire que si je travaille, si je regarde, si j'analyse, il n'y a jamais de solution miracle, mais tu arrives à assez bien envisager les plusieurs scénarios de combat. Donc voilà, mon rôle, je suis pas une télécommande qui va guider Manon, c'est pas ça du tout, c'est elle qui va combattre. Donc mon rôle, c'est de lui exposer des scénarios, l'alerter sur des momentum qui peuvent se passer de façon récurrente, analyser les patterns et travailler ça avec elle tous les matins. Comme là, tu vois, cet après-midi, elle est partie à la prépa physique, mais ce matin, on a fait du drill sur des situations pieds-points, sur ce qu'on va mettre en place. Je peux pas rentrer dans le détail, vous l'avez bien compris, mais on a bossé exclusivement ça avec plusieurs adversaires. Tu me l'as dit avant le podcast, donc toi tu le sais. Mais toi tu le sais parce que tu travailles avec moi, mais on peut pas dire ça aux gens qui nous écoutent quand même parce que c'est ni fait ni à faire. Mais voilà, le travail il est fait et je lui souhaite juste d'avoir un game plan. Moi, franchement, si à la fin du premier round, je dois faire des ajustements parce qu'il y a une très bonne stratégie en face, je les aurais préparés. Donc, je vais pas dire tant mieux parce que après, franchement, pour la suite et que Manon prépare sa ceinture, tu me donnes le choix entre une belle victoire au deuxième ou au troisième ou un KO en 10 secondes, je prends pas le KO en 10 secondes. Même si ça enflamme Bercy, même si ça fait de Manon une légende, même si ce que tu veux, je pense que voilà, c'est un combat de reprise où il y a eu énormément de travail de fourni et il y aura
Je suis persuadé qu'il y aura une très belle issue à ce combat, mais si elle peut passer une dizaine de minutes dans la cage, je suis content. C'est ce qu'on disait avant. C'est une plus belle victoire quand t'as un peu de consistance derrière. Je sais pas si c'est le bon mot en français, Ouais, mais c'est ça. si Oui, c'est très si bien. on voit qu'il y a un travail qui est représenté. Euh, J'avais un autre truc qui m'était venu en tête, mais je pense que de toute façon, je me disais non, c'est mieux de le garder pour hors antenne. Donc, donc on va clôturer ça maintenant. Merci pour tout. Je pense qu'il y a quelque chose que je t'ai dit en privé et en public avant le podcast, mais je vais le rappeler ici. Félicitations hein, pour tous les résultats, toutes les nouvelles. C'est vraiment top parce qu'on. Ce qu'il y a de bien avec toi, c'est qu'on a la preuve que le travail paye. Euh, et je pense que dans le MMA français, on a besoin de sources d'inspiration pour le moment. On a besoin d'histoire, on a besoin de voir des gens qui se donnent corps et âme avec la passion et qui fournissent le travail pour réussir. Et je pense que quelque chose qui est très vrai en MMA et que les gens ont tendance à oublier, surtout aujourd'hui avec tous les réseaux où on est en train de suivre des gens qui exposent que le positif, que le luxe et ce genre de choses, euh, la facilité n'existe pas. Si on veut atteindre un certain succès, on doit mettre le travail qui va avec. Et je pense que c'est important de communiquer là-dessus aussi. Qu'il n'y a pas de miracle. C'est extrêmement rare des gens qui réussissent sur un coup de chance. Et je pense que toi, tu es une preuve vivante qu'il faut travailler pour y arriver, mais qu'en travaillant, on peut y arriver. Et ça, c'est très important. Ouais, et tu sais quoi, on n'avait pas du tout prévu de parler de ça, mais je vais le faire en une phrase. Moi, il y a une personne quand même et je le dis pas souvent, donc c'est bien, je pense, de le dire là. Moi, j'ai vu ça au départ. Je me disais, putain, mais on n'arrivera jamais à vivre de ça en France, le coaching, l'organisationnel, tout ça, c'est trop compliqué. Et c'est vrai que à ce niveau-là, je dois lui rendre hommage parce que j'entends beaucoup de gens qui critiquent en ce moment. Moi, c'est Fernand Lopez, qui m'a fait comprendre et intégrer qu'on pouvait vivre de ça et qu'il y avait un modèle économique où ça pouvait marcher. Et ça fait maintenant, ouais, 5, 6 ans que j'ai essayé de mettre en place ça. Après, comprendre une chose, c'est bien déjà. Ça te permet d'orienter ton travail vers ça. Malgré tout, je pense que si j'avais pas rencontré Samuel Benzazon, euh, j'aurais eu du mal à matérialiser et à rendre certains secteurs prolifiques, tu vois, sur le modèle économique de Méga, ce que j'ai exposé avant, Mhm. pouvoir euh, remplir suffisamment la salle avec des amateurs et des loisirs. C'est pas que ça m'enquiquine, c'est que c'est difficile quand t'es vraiment pris par le haut niveau, c'est difficile de se rendre disponible pour du loisir et c'est pas le même travail en fait. Et si j'avais pas Mhm. eu ces deux influences-là, va savoir ce que ce serait aujourd'hui et va savoir ce qu'on serait en train de faire. On serait peut-être en train de bosser, toi et moi, sur du truc d'entreprise ou de formation, tu vois. Mais c'est important de penser ça. Tu sais. Moi, je sais que j'ai la capacité de travail, que j'ai pris mon baluchon et que je suis parti un peu partout à l'étranger pour essayer de comprendre comment marchaient les grosses équipes et essayer de reproduire ça un peu à ma façon aujourd'hui avec ma touche et mon influence footballistique et tous les trucs qu'on a déjà exposés ensemble. Mais c'est vrai que Samuel de son côté Mhm. qui a rendu ça possible en rentabilisant certains secteurs pour qu'on ait un modèle économique aujourd'hui et Fernand qui croyait tout de suite qu'il y avait une solution viable malgré que le sport n'était pas légalisé et tout ça, c'est des gens qui ont compté dans la construction de ce qu'on fait aujourd'hui, tant avec toi que ce que je fais avec Boxing Squad, parce que moi j'avais un gros doute hein, sur la possibilité de pouvoir vivre de ça et de faire ça à plein temps. Et ça me gênait de faire ça en loisir, parce que les Américains, les Anglais, ils le font pas Mhm. en loisir. Et si tu fais ça en loisir, tu te fais exploser. Il faut être vraiment. Aujourd'hui, ce qui fait qu'on est compétitif, c'est que mes gars font ça à plein temps et moi aussi. Voilà. Je pense que il y a du talent, bien Mhm. sûr, mais des Sola, des Hogan, des Giroud, des Fioro, c'est des gens, des Mehdi Takaev, c'est des gens extrêmement talentueux. Mais si tu fais pas ça à plein temps, le talent a beau être, tu brilles pas et tu gagnes pas surtout sur la scène internationale. Le talent sans travail, ça vaut rien. Pour moi, ça c'est assez clair. Le talent sans travail vaut mieux que pas de talent et pas de travail. Je pense qu'on est d'accord. Mais le talent sans travail, il va jamais battre le gros travail. Euh, je pense qu'il y a plusieurs points sur lesquels j'aimerais
rebondir ici, puisque ouais, c'est une porte ouverte, hein. Comme tu le sais très bien et comme nos auditeurs le savent très bien, on n'est pas ici pour polémiquer. On connaît la situation de Fernand qui est souvent au centre de grandes critiques. Moi, il y a quelque chose que je dis tout le temps, c'est il n'y a jamais full noir ou full blanc. On est toujours dans la nuance. Je, je, je pense et je suis totalement conscient que certaines personnes ont le droit de critiquer certaines actions de Fernand, parce que quand tu as le statut de Fernand, c'est impossible. C'est littéralement impossible de plaire à tout le monde. Donc c'est normal qu'il soit au centre de certaines critiques, et je dis bien certaines. C'est pas ça qui doit assombrir tout le positif qu'il a apporté au MMA français. Et du positif, il en a apporté énormément, notamment en inspirant et en motivant plusieurs personnes à se bouger le cul pour lancer leur propre projet. Il a créé plusieurs plateformes qui permettent à beaucoup d'athlètes, de coachs, de promoteurs de pouvoir s'exprimer. Il crée de l'emploi, ça il faut pas oublier, mais moi je trouve ça toujours sain, hein. Quelqu'un qui crée de l'emploi, c'est important pour un pays, que ce soit à petit niveau ou à niveau plus élevé. Et autant Fernand, t'as inspiré toi à peut-être prendre plus de risques pour C'est ça. atteindre tes objectifs professionnels dans ta passion. Autant je suis un très bon exemple pour rejoindre la phrase que tu as dite. Aux États-Unis, ils sont tous professionnels, ils font ça à plein temps. Si tu fais ça en loisir en Europe, tu vas pas y arriver, c'est impossible. Et moi, c'était typiquement ça. J'avais mon boulot full time, être coach et manager de MMA, c'était mes à côté, organisateur d'événements aussi. Bon, je travaillais tous les jours jusqu'à 1 heure du matin, ça c'est autre chose. Mais à un moment, j'ai raccroché les pads parce que c'est une responsabilité. Je pense que j'ai déjà dit sur ce podcast, être coach, c'est une responsabilité envers tes athlètes. Tu dois leur offrir ton temps, de la qualité pour atteindre leurs objectifs. Si eux ont des objectifs qui dépendent partiellement de toi et que toi tu peux pas leur offrir la qualité parce que tu manques de temps, tu dois te retirer. C'est ce que j'ai fait parce que à ce moment-là, je me voyais pas faire un full time dans ce rôle-là. En revanche, ici, en lançant Fight Minds, je vais pas le cacher. Encore une fois, la sueur est au centre de plein de critiques, mais pour moi, la sueur est une source d'inspiration. Ils ont prouvé que, en tant que média, tu pouvais en faire un business, créer de l'emploi, générer du revenu pour avoir une vie de passionné. Et voilà, je vais pas le cacher. Pour moi, c'est une source d'inspiration. J'ai pas peur de le dire, et j'ai tout le respect qu'il faut envers les acteurs derrière, Guillaume, Rust et Baptiste et toute l'équipe. Donc voilà, il faut pas avoir peur de dire les choses. Certaines critiques, elles sont justifiées, je pense, mais encore une fois, quand tu es une entité avec plus de 300 000 followers, tu peux pas plaire aux 300 000. Donc les critiques sont logiques, mais quand tu as tes objectifs et que tu fonces pour les atteindre de manière éthique, voilà, tout est Très positif. juste, très juste. Après, je pense qu'il y a la place pour. Il y a le sport ne cesse d'évoluer. Il y a encore beaucoup d'athlètes qui arrivent sur la scène euh, nationale et internationale. Et il en est de même pour les suiveurs, les followers et les supporters. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Il y a des trucs un peu plus pointus qui vont intéresser un certain type d'auditeurs, d'autres plus généralistes, d'autres avec des moyennes d'âge, hein, parce que toi et moi, on n'est pas tout jeunes, donc je pense que peut-être que certains jeunes n'ont pas envie de faire de l'analyse pure, ils ont envie d'avoir quelque chose de plus drama ou peut-être de plus sensat, ce que je comprends tout à fait. Moi, pour ma part, vous n'en aurez jamais avec moi, je suis pas dans le drama, ce que je veux, c'est travailler et pouvoir montrer qu'on compte parmi les grosses équipes mondiales et pas françaises. Je, Point. Moi, ce qui m'intéresse à terme, c'est un jour d'avoir le trophée de Fighter Only. J'aime beaucoup le trophée de la sueur, mais c'est pas mon objectif. Et pour mettre fin à cette polémique-là, pour le moment, quand tu as 4 fighters à l'UFC, c'est toi le meilleur coach en France et on commencera à discuter quand j'en aurai mis Mhm. 2 ou 3. Mon travail, je pense que personne ne le fait mieux que moi parce que je m'investis corps et âme et j'ai déjà beaucoup de bouteilles là-dedans et j'ai voyagé énormément et ce que je ramène, c'est vraiment le fruit d'une expérience. Moi, j'ai pas eu d'autres taf à côté. J'ai fait des choses, mais j'ai toujours donné la priorité à ma passion. Après, on va pas modifier pour se faire plaisir et s'auto-congratuler entre nous. Avec Chris, on analyse des faits et les faits, c'est que aujourd'hui, il y a un club en France qui a 4 ou 5, je sais même plus, 4, on va dire, athlètes à l'UFC. Donc forcément, c'est le club numéro un. Point. Ouais, je Mhm. sais ce que tu vas dire, mais restons sur 4. Comme ça, on ouvre la porte à aucune polémique. Euh, Mhm. voilà. Point.
tant que on est les numéro 2, je suis fier, hein, parce que la France, c'est grand. Pour l'instant, on est numéro 2. Ça veut pas dire qu'on va pas essayer de grappiller une place par la suite, mais je pense que c'est de bonne guerre et aujourd'hui, ils sont devant nous parce qu'il y a plus d'athlètes dans la Big League que nous et point final, il y a aucune polémique à avoir et je le dis de façon tout à fait raisonnée et raisonnable. C'est ainsi. Et déjà, la place de numéro 2 qui nous a été attribuée me convient parfaitement et c'est pas prêt de s'arrêter. On va continuer à bosser pour que les jeunes dont je m'occupe méritent d'avoir cette place aussi et qu'on puisse compter encore plus sur l'échiquier mondial du MMA. J'aime bien le mindset parce que ça mélange réalisme et optimisme. C'est toujours ça qu'il faut quand on fait de la gestion de performance, notamment, c'est être suffisamment optimiste, mais pas trop pour que ça reste atteignable. Et c'est important d'avoir un bon mix entre confiance en soi et humilité pour pas que ce soit non plus confondu avec de l'arrogance. Et je pense que c'est le meilleur moyen d'y arriver parce que le réalisme te permet de garder les pieds sur terre, de pas tomber de trop haut le jour où tu tombes parce que des défaites tu vas encore en avoir et le tout c'est de savoir rebondir de ces défaites pour continuer à gravir les échelons et atteindre ces objectifs. C'est marrant parce que toi tu as cet objectif international de Fighters Only. Moi, j'ai un objectif depuis 6-7 ans. Ça va paraître bête, hein, mais pour moi, ce serait ultra significatif. Et mon objectif, c'est de passer au Joe Rogan Experience. Je sais pas encore par quel moyen, mais pour moi, le fait d'être invité par Joe Rogan, ça veut dire que tu as réussi quelque chose dans ce que tu as fait. Et donc, j'ai cet objectif depuis 6 ans. Un jour, ce sera là. Un jour, ça arrivera pour une raison X ou Y. Ouais, c'est un marrant, mais pour moi, il est pas très précis. Parce que tu peux te faire inviter pour différentes raisons, pas spécialement pour le MMA, mais le fait que tu sois invité chez Joe Rogan, ça veut dire que tu es une personne intéressante qui a de l'information avec une valeur ajoutée à donner à une large audience. Et si je suis invité un jour là-dessus, ça veut dire que j'ai fait quelque chose de bien dans ma vie. Et donc, voilà, moi, c'est un de mes objectifs cachés dans ma vie. On verra si j'y arrive, mais en tout cas, je travaille tous les jours pour. Très bel objectif, vraiment. En plus, j'aime bien, mais il faut une belle maîtrise de l'anglais parce que c'est long. Hein. C'est un podcast qui fait plus de 2 heures, voire 3 heures des fois. Bah ça, j'ai mes méthodes. J'ai fait un TED Talk à l'époque. Bon alors c'est que 18 minutes, mais c'est 18 minutes où tu dois parler parfaitement. Et ce qu'on avait fait avec ma femme, que je remercie au passage parce qu'elle supporte absolument tous mes projets, les 3 mois qui ont précédé le TED Talk, on n'a fait que parler anglais ensemble. Et j'ai des très bonnes bases. C'est juste que voilà, moi je déteste le par cœur. Donc quand je dois délivrer un texte, je préfère que ça vienne de ma tête. En français, c'est facile parce que tu as la langue. Mais donc en anglais, je voulais pas apprendre mon texte par cœur. Je voulais savoir ce que je voulais dire à quel moment de ma structure, mais j'avais besoin que les phrases viennent un peu naturellement. Donc pendant 3 mois non-stop, on a parlé anglais avec ma femme et ça m'a permis d'être à l'aise face à 200 personnes qui étaient sur place et pour la première fois où je m'exprimais de ma vie en public en anglais. Donc c'était une très chouette expérience. Et donc le Joe Rogan, ce serait une vraie concrétisation à plusieurs niveaux. Eh bien, je te le souhaite de tout cœur. Eh ben, maintenant qu'on a complètement transgressé et qu'on a eu une petite fin de podcast assez fun, je te propose que nous clôturions sur ce nouveau record battu pour Fight Minds, 1 heure 37 minutes et 33 secondes. Aldric, un tout grand merci à toi. En fait, c'est chouette parce que on a notre partie structurée et puis moi j'ai mon petit fun de juste parler avec toi. C'est mon petit kiff de la semaine. Je crois que j'avais déjà dit la semaine passée. Donc j'espère que ça rend l'écoute aussi très sympathique pour l'auditeur. Mais en tout cas, même si c'est pas chouette pour l'auditeur, c'est chouette pour moi. Et comme je suis quelqu'un d'égoïste, ça me suffit. Merci à toi, Aldric. On continue cette discussion par message. N'hésitez pas, les gars, on répondra. Alors, j'ai essayé de répondre à peu près tout ce que j'avais vu. Rappelez-moi si j'en ai oublié, mettez-le en commentaire. Suivez la chaîne. Si vous voulez savoir comment donner de la force à Chris, à moi-même et à mes fighters, déjà le simple fait de suivre sur les réseaux sociaux et de partager ce sera déjà très bien. Et on se voit la semaine prochaine et à très bientôt. Merci beaucoup à tous.